Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 181 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, l'hebdo numéro 3. Bon, et bien voilà, ça y est, une nouvelle ère s'ouvre sur le Basket Lab, une ère où la syllabe est derrière nous. Notre top 100, on a enfin réussi à le finir la semaine dernière. Mais à part ça, sinon, est-ce que vous, ça va bien? Est-ce que ça va de votre côté? Moi, un peu fatigué par cette fin de top 100, mais ça va. Grosso modo, ça va. Et surtout, on va pouvoir un peu plus se concentrer de nouveau sur un peu de l'actu sur le Basket Lab. On va aussi sans doute repasser à un podcast par semaine ou un ou deux, sans doute, je pense, plutôt que un tous les 2 ou 3 jours, comme on a fait cet été pour faire tout rentrer. Mais bref, donc, on va revenir sur un rythme un peu plus normal. Et donc, aujourd'hui, nous sommes, comme tous les lundis, dans notre hebdo. Hebdomadaire du Basket Lab, hebdomadaire tactique et actu, hebdomadaire de la semaine numéro 3. Et donc, si vous découvrez le format, on parle des infos de la semaine, on parle des affiches de la semaine, on en dit 2-3 mots tactiquement, on fait des petits focus, on parle une stat de la semaine ou un scouting report de la semaine. Les questions des auditeurs également, d'ailleurs. N'hésitez pas à poser vos questions d'une semaine à l'autre dans les commentaires YouTube ou sur Discord ou sur Twitter, n'importe où. Vous savez où me joindre, comme on dit. Et donc, pour ce numéro 3, l'hebdomadaire de la semaine numéro 3, déjà de la saison 2024, nous recevons pour compléter la rotation quelqu'un que vous connaissez bien sûr, et qui fera donc partie de cette rotation avec Azad et FD. Aujourd'hui, nous recevons Baptiste aka Penny Bergkamp sur Twitter, du NBA Dreamcast Show, son podcast, du projet Le Roster, de Twitter avec tous ses threads, etc., etc. Baptiste, en général, vous le connaissez, on a parlé de lui d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur le trade de James Harden. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, l'hebdo du Basket Lab, semaine numéro 3. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour notre hebdo numéro 3, semaine numéro 3 de NBA pour cette saison 2024. Et pour cette troisième édition de l'hebdo, nous recevons quelqu'un que vous connaissez, puisque c'est Baptiste. Comment ça va, Baptiste? Salut Guillaume, bah écoute, ça va super bien. Ça va super bien. Je suis très content de faire partie de la rotation, donc voilà, super content d'être là, encore une fois. On est ravis de t'accueillir, Surtout qu'on t'accueille, non pas pour un peu en urgence, hein, comme tu avais pris l'habitude de venir pour nous faire les trades en urgence. Non, là, c'était prévu. Hein, c'est bon, là, tu es chez toi, tu es tranquille pour enregistrer, hein, tu confirmes. je confirme que je suis dans les conditions optimales. Je suis optimisé. Bon, tant mieux. Bon, alors, Baptiste, que vous connaissez bien sûr. Tu dis que ça va, mais pourtant, tu es fan des Knicks. Hein. D'ailleurs, sur la rotation là, de l'hebdo, on a 2 fans des Knicks. Je me demande si c'est pas trop. Comment est-ce qu'on vit ça, Baptiste, ce début de saison très Randle, année impair? Déjà, ça fait plaisir d'être en surnombre avec les fans des Knicks, avec FD. Non, mais écoute, moi, je trouve que c'est pas si mal, en fait. C'est un peu frustrant parce qu'on se dit, le reste de l'effectif est tellement fort. Quickley est encore super fort. RJ Barrett, franchement, fait un beau début de saison. Donc, pour une fois, je n'ai rien à redire là-dessus. Mais bon, voilà, les Knicks sont limités par, encore une fois, le niveau de Julius Randle, qui plus est en année impaire, donc on sait pas trop où ça va aller, mais on est habitué au final. Donc, au final, on est habitué, donc on survit. On était en train de parler en antenne, là, il y a littéralement 30 secondes de qui va être la prochaine superstar échangée. Est-ce que ce serait pas Julius Randle, la prochaine superstar sur le marché, Baptiste? J'aimerais bien. Après, est-ce que ça compte comme superstar? Est-ce que c'est une superstar, voilà. Oui, est-ce que c'est vraiment une superstar? Bon, bref. Bon, cela dit, les Knicks, cette année, ressemblent un peu plus à une équipe de Thibodeau. Hein, c'est-à-dire
pas très bon en attaque et meilleur en défense, alors que c'était l'inverse l'an dernier. On se demandait qu'est-ce qui se passait. Là, ça va. Là, c'est une équipe de Thibodeau. On suivra ça. Bon, bref, Baptiste, que vous connaissez, @PennyBearCamp, évidemment, sur Twitter. Baptiste du projet Le Roster, Baptiste du NBA Dreamcast Show, surtout. Le podcast, le NBA Dreamcast Show. D'ailleurs, t'es passé il y a tellement peu longtemps que je crois que ton actu, déjà, il y a pas longtemps, c'était le podcast sur Ginobili, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça va pas bouger. Ça y est, il est sorti. Il est sorti maintenant, donc vous pouvez aller l'écouter. On a fait un gros retour sur Ginobili, et là, je pense, au moment où l'hebdo sortira, c'est lundi, donc il y aura un podcast sur les Nuggets, mais plus sur le supporting cast jeune des Nuggets, le banc des Nuggets, etc. Donc voilà, après, ouais, le Dreamcast Show, c'est un peu... On va essayer d'être assez régulier cette année quand même, un minimum. Le banc des Nuggets, je n'arrive pas à prononcer le nom de ce joueur très intéressant, le rookie qui s'est bien shooté, comment il s'appelle ? Julian Strawther ? Strawther, c'est ça ? Alors oui, moi le podcast est avec Jasper, qui est un expert de draft et qui suit les jeunes, et lui il prononce Strawther. Donc d'accord, okay. si c'est pas comme ça, c'est pas ma faute. Bon, ça va. Après, la prononciation est moins pire que la manière dont c'est écrit. Moi, ça me fait peur à l'écrit. Jasper de Undrafted, hein, c'est ça, avec qui tu as enregistré ce podcast. Ok, tout à fait. Bon bref, Baptiste, vous le connaissez. L'hebdo, vous connaissez aussi maintenant. On est dans notre 3e numéro, semaine numéro 3. Donc comme d'habitude, hein, le programme, je vous le fais, il est très simple. On commence par les news de la semaine. Ensuite, les affiches de la semaine. On va discuter un peu des matchs qui se sont passés la semaine dernière. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire un peu tactiquement au niveau de nos observations. Et puis la partie un peu thème libre, c'est-à-dire soit un focus, soit un scouting, soit une stat. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas un focus en particulier, mais on a une stat à proposer, la stat de la semaine et le petit scouting de la semaine sur un rookie, un certain Drake Lively. On y viendra. Et puis les questions des auditeurs, il y en a beaucoup cette semaine. Et le quiz, les affiches aussi de la semaine prochaine. On vous fait votre agenda pour la semaine prochaine. Et puis le quiz pour finir. Est-ce que tu es prêt pour ce programme, et pour ce quiz aussi qui arrive en fin d'émission? Ouais. Bah la pression commence à monter là pour le quiz. Hein. La pression monte, mais bon, pas non plus une concurrence trop rude pour l'instant. Non. Bah on va viser une place sur le podium, je pense. Ce serait honorable. Le podium des 3 ou le podium des 5, comme dirait Luis Fernandez. On t'embrasse, Louis. Bref, donc on commence, Baptiste, si tu es prêt. On peut y aller avec les news de la semaine. Donc, et une semaine pas très glorieuse pour le coup. Bon, alors tu me diras, on a eu des décès la semaine dernière, donc c'est moins pire, mais on a quand même beaucoup de blessés cette semaine. C'est un peu triste aussi de ce côté-là. Robert Williams, le pivot donc de Portland maintenant, qui on a appris d'aller se faire opérer, et là on a appris il y a quelques heures que du coup même c'était une opération qui marquait la fin de sa saison, donc pas de Robert Williams sur le marché pour la revente de cette année. On a aussi Jamal Murray qui va être blessé à peu près 4 semaines, un petit mois, Jamal Murray du côté de Denver. Mason Plumlee 2 mois aussi, le backup des Clippers. Est-ce que les Clippers vont faire un move ou pas? Maintenant, ils ont plus l'ancien pivot backup qui était Robert Covington, qui était un peu le pivot backup aussi de facto. Bon, je sens qu'on va en parler des Clippers, Baptiste, parce que tu les as vus. T'as vu la première de James Harden, donc on va en discuter. Mais voilà, Mason Plumlee un peu sur le flanc pendant 2 mois. Et le dernier blessé de la semaine aussi, c'est Tyler Hero, qui s'est blessé à la cheville. Et on n'a pas encore de date, mais a priori, ça pourrait être en semaine, il me semble. Ouais, bah c'est ce que Woj a dit, tout ça. Il a dit qu'il était out pour plusieurs semaines, donc on ne sait pas trop combien de temps ce serait. Je crois que c'est une entorse de grade 2, de niveau 2. Donc en général, c'est ce que aussi le rookie Amen Thompson s'était fait à Houston. C'est 3-4 semaines en général. Bon, on n'a toujours pas de médecin sur le Basket Lab, peut-être on travaillera ça pour la saison prochaine. Bon, voilà pour les blessures un peu notables tout de même, surtout à Denver, du coup, avec Jamal Murray. Et tiens, pour compenser un peu au niveau retour de blessure, Bradley Beal, ça y est, a enfin commencé sa saison. Bon, pour l'instant, on n'a trop rien vu. Dans les news de la semaine aussi, on a failli avoir Batum qui, je sais pas si tu as suivi, mais finalement, on n'était pas sûr qu'il vienne à Philadelphie. Il y avait un peu des problèmes personnels, on se demandait s'il allait prendre sa retraite. Non, finalement, c'est bon, il est là. Il est aux Sixers, il est venu. La médiamétrie aussi
Le dernier sondage, enfin les résultats de la médiamétrie sont sortis. Le Basket Lab est donc 5e podcast le plus écouté de France avec 5 millions d'écoutes. Est-ce que tu as suivi ça ou pas, Baptiste? Comment passer à côté? Alors franchement, je sais pas si tu t'y attendais à ces chiffres, mais ça m'a foutu un sourire jusqu'aux oreilles, quoi. Donc bravo Guillaume. On est devant le Super Moscato Show en plus, hein. Et ça c'est pas rien. Ça c'est pas rien parce qu'en termes d'analyse, ils sont quand même pointus, hein. Ouais, moi je les adore. Non, pardon, mais pour expliquer un peu la blague, c'est que j'ai fait un montage photo pour faire genre qu'on était dans le top 5 et apparemment des gens y ont cru un peu au premier degré. Ce qui est flatteur, donc je les remercie. Je remercie tout le monde qui a pu croire qu'on puisse faire partie du top 5. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Non, l'autre news, blague à part du coup, pardon. Autre news un peu intéressante, la news de la semaine ou pas. Je sais que tu l'avais noté aussi dans notre document. C'est par rapport à Adam Silver qui est passé chez notre ami JJ Redick, dans le podcast de JJ Redick, et qui a parlé un peu de l'analyse. C'est ça, Baptiste? Ouais, alors en fait il a été reçu et il a dit donc moi j'ai juste vu l'extrait, j'avoue que j'ai pas encore pu écouter tout le podcast, c'est ce qu'on disait en off aussi, et bon l'extrait dure 2 minutes je crois, et c'est assez intéressant parce qu'il dit qu'il aimerait bien mettre le jeu en fait et vraiment le basket plus au centre des débats, tout simplement, et que il en a un peu marre, enfin c'est ce qu'on ressent, c'est qu'il en a un peu marre de que les médias traditionnels traitent le basket comme cette équipe avait plus envie de gagner que l'autre, alors que c'est un peu tout le combat, hein, du Basket Lab aussi, je pense, et notre combat à nous un peu, c'est de placer le jeu au centre, voilà, de placer le jeu au centre des débats, et que si les Bucks sont perdus, c'est peut-être aussi qu'il y avait des problèmes structurels, etc., ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça fait pour le coup là, c'est pas une blague, ça fait vraiment plaisir d'entendre Adam Silver dire ça. Je sais pas ce que t'en as pensé. J'en ai pensé que Adam Silver, tout est pardonné. Voilà. Tout ce cynisme économique et financier à mettre des sponsors partout, à casser le code couleur, à faire n'importe quoi sur plein de trucs. Adam Silver, tout est pardonné. Non, mais c'est vrai qu'en effet, ça fait plaisir d'entendre ça. Et je trouve que c'est assez significatif que ça vienne du commissionneur en personne. Et il le fait, il fait pas n'importe quoi. Il sait ce qu'il fait, il vient dans un podcast, il sait qu'il va dire ça, il le fait volontairement, etc. Et je tenais à le mettre dans les news parce que c'est quand même pas rien qu'on ait quand même le chef de la NBA qui vient nous dire finalement alors lui il met les formes, hein, il dit collectivement on pourrait faire mieux, mais bref, en gros c'est un peu dommage que certains analystes ça tourne toujours beaucoup autour de eux ils ont plus voulu que d'autres, eux ils ont plus de charisme, le coach il les a mieux motivés à la mi-temps, ou ce genre de choses, comparé à, et ça ce sont ces mots, hein, comparé au football américain, en NFL, où on a conscience que les attaques et les défenses c'est des schémas complexes, etc. Donc c'est quand même pas rien que Adam Silver dise ça, je trouve. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il sépare un peu en deux. Enfin, tu sais, on en a parlé pas mal cet été, hein, dans le crossover avec Bastien, avec Erwan, avec plein de monde d'ailleurs aussi, avec Antoine quand on parlait de Michael Jordan, avec Rafa aussi, surtout sur Michael Jordan. On disait voilà, le sport, et donc notamment le basket, c'est un peu cette double entité de ça peut être un produit d'entertainment aussi à consommer pour ça. Ça peut aussi être vu comme un objet d'étude un peu scientifique, quoi, d'un point de vue basket, la théorie des jeux, etc. Il y a des choses aussi un peu à étudier. Donc il y a un peu ces deux côtés, mais ce que j'ai aimé, c'est que il a conscience de ça et qu'il mélange pas tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il sépare bien ce qu'est le côté entertainment. Il dit oui, je veux encore qu'il y ait des shows, qu'il y ait des trucs avec le défilé de mode marrant, les trucs Twitter, etc. Ça c'est bien, mais par contre, et c'est là qu'il fait bien la distinction entre les deux, par contre, si on va dans l'analyse, c'est bien aussi de proposer plus que eux ils sont allés au mastic, ils ont besoin d'un leader, le coach, cette équipe ils ont plus voulu que ça. Voilà, c'est là-dessus où je trouve que c'est bien qu'il y ait cette distinction déjà entre le côté entertainment et de l'autre côté le côté analyse, et que surtout il ait un degré d'exigence assez élevé sur l'analyse en elle-même, et de dire voilà, on peut aller plus loin et on peut parler de tactique, on peut parler de schéma, plus que simplement cette équipe-là elle voulait plus que l'autre, quoi. C'est intéressant que lui, chef de NBA, fasse ça, et je rajouterais aussi que c'est pas un discours totalement dans le vide, puisque lui-même, la NBA, en tant qu'entité et média NBA, met en avant des talents comme Ben Taylor,
qui officie, qui fait des vidéos, qui produit du contenu pour la chaîne officielle de la NBA. Ou récemment, on a vu cette saison le Dunker Spot avec Nekias Duncan et Steve Jones aussi. Voilà, eux-mêmes mettent en avant du contenu tactique, et c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Bah, c'est vrai que déjà c'est intéressant, comme tu as dit, ça vient vraiment de lui. Il dit je suis pas du tout contre arrêter de voilà, avoir du fun sur le bord terrain et sur Twitter, etc. Et du coup ça c'était vraiment intéressant. Et ce que je trouve aussi intéressant, bah du coup tu l'as aussi dit, mais je veux pas paraphraser, mais c'est que il y a un peu les actes qui suivent aussi les paroles, enfin qui ont déjà suivi les paroles, avec la mise en avant de Ben Taylor, qui avait fait des analyses, je crois un peu rétro, de moments de finale, où il est aussi allé pour faire du scouting de Victor et de Scoot, si je dis pas de bêtises, Scoot Anderson. Ouais. Donc ça fait, t'as l'impression qu'il a pas juste dit ça pour dire ça, mais qu'il y a une vraie envie derrière. Moi, j'ai vraiment senti ça aussi, et donc ça laisse plutôt optimiste, quoi, de se dire que bah ouais, en fait, on n'est pas fou, et que les grands médias à travers le monde pourraient aller beaucoup plus loin dans l'analyse, et que il y a aussi peut-être ce côté, il y a une demande. Souvent, on a ce truc du c'est de la niche, etc. Mais en fait, il y a peut-être aussi une demande. Et peut-être que et elle vient peut-être aussi de la NBA, tout simplement, quoi. Donc c'est encourageant, quoi. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, comme on discutait avec Bastien, dans le Bastien de Trash Talk, qui a eu la gentillesse de venir en discuter, il disait bah oui, mais il y a aussi des contraintes économiques assez évidentes. On peut pas faire un média sur du contenu de niche, et ce qui est totalement vrai. Mais c'est intéressant tout de même que la NBA, et Adam Silver le dit, bon, ils font pas que ça, mais ils essaient de donner un peu la place à ça, quoi. C'est intéressant de dire on garde le fun, on garde l'entertainment, mais on essaie aussi de promouvoir certains contenus aussi un peu autres. Donc toujours intéressant. Mais bon, voilà, c'était un peu la news qui nous tenait à cœur, nous un peu créateurs de contenu là-dedans. Voilà, ça fait partie des news de la semaine. Voilà, en tout cas pour les infos principales de cette semaine. Je crois qu'on n'a rien oublié, Baptiste. Sinon tu cries et tu m'arrêtes, tu m'interromps. Je t'arrête. T'as oublié le repas de Wemby. Je sais que les auditeurs vont attendre ça avec impatience. Mais non, justement, on y arrive. On passe à la rubrique la plus importante de la semaine. Ça y est. Et donc, qu'a mangé Victor Wembanyama cette semaine? On m'a dit que c'était du poulet à la moutarde avec un peu de gingembre et des asperges vapeur. Voilà. Est-ce que tu as eu les mêmes échos, Baptiste? Ouais, j'ai eu les mêmes échos. Par contre, j'ai aussi entendu qu'il s'était fait plaisir, qu'il avait bu un verre de coca cette semaine. Donc voilà. Je donne l'info, je transmets l'info. T'es sûr que c'était pas genre du thé vert avec un peu de sucre plutôt? Parce que du coca, ça m'étonnerait. Peut-être. Les affiches de la semaine, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, de quoi on veut parler au niveau des gros matchs qui se sont passés cette semaine. Je te donne carte blanche, Baptiste, sur notamment ce qui a été le match de la semaine, le Minnesota-Boston, il me semble. Est-ce que tu as vu ce match et qu'est-ce que tu peux un peu nous raconter là-dessus? Ouais. C'était un peu perso le match que j'attendais, et pour le coup j'ai pas été déçu parce qu'il y a d'autres matchs où on a été déçus. Ouais. Mais voilà, c'était un match, c'était je crois à ce moment-là la meilleure défense contre la meilleure attaque en rating. Et donc on a vu beaucoup de choses très intéressantes. Moi je pense que la première chose dont j'ai envie de parler, c'est la défense des Wolves, qui est assez incroyable. Je trouve que là où elle est assez incroyable déjà, c'est en fait qu'elle concède très peu de décalage, parce que il y a des défenseurs quand même assez incroyables sur du 1 contre 1 qui nécessitent pas forcément d'aide. Anthony Edwards, il y a toute cette séquence sur Tatum alors qu'il a 5 fautes, etc. Mais bon, c'est vrai que quand Anthony Edwards a envie, tu ne passes pas, tout simplement. T'as Jaden McDaniels, t'as Nickeil Alexander-Walker qui est capable de bonne séquence, et bien sûr, s'il y a besoin d'une aide, en fait, t'as Rudy Gobert. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a assez surpris, c'est à quel point cette équipe des Wolves a pas forcément besoin, enfin,
Bien sûr que si, ils ont besoin de faire des aides, mais je trouve qu'ils concèdent très peu de décalage en fait sur des décalages initial, on va dire sur les actions. Et ça, c'est le premier truc qui m'a un peu impressionné. La deuxième chose sur laquelle j'ai envie de parler, moi, alors c'est le deuxième match des Wolves que je regardais cette saison. Et j'étais impressionné par la création d'Anthony Edwards. Je sais pas ce que t'en as pensé, Oui. mais c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment un côté progression assez incroyable. Il y a une action notamment dans le clutch, je crois il reste 2 minutes à jouer, où en fait il va driver sur Jaylen Brown, je crois, et il y a Kristaps Porzingis qui défend le côté fort. Et Kristaps Porzingis, du coup, Anthony Edwards, on priorise la défense du cercle, donc Kristaps Porzingis va aider. Et là où Anthony Edwards, je pense, aurait fait le kick-out assez rapidement sur le premier pas de décalage de Porzingis, et Porzingis aurait pu close-out sur Jaden McDaniels, mais là, Anthony Edwards, il attend vraiment le dernier moment, un peu, je trouve, pour faire cette passe un peu incroyable derrière la tête de Porzingis, et ça donne un 3 points complètement ouvert sur McDaniels. Et c'est vrai que dans le clutch, moi j'ai été assez impressionné par la création d'Anthony Edwards. Je crois qu'au tout début, un peu avant, il y a aussi une séquence où il est dans le corner et en fait, t'as les 5 défenseurs de Boston qui défendent la raquette parce qu'il drive sur Porzingis, donc il arrive à driver parce qu'il a un premier pas incroyable. Et il trouve le kick-out aussi sur Jaden McDaniels. Donc voilà, moi c'est un peu les premières choses que j'avais envie de retenir côté Wolves. C'était la création d'Anthony Edwards et leur défense. Je sais pas si tu partages un peu cet avis ou pas. Si, en effet, mais c'est un peu toujours la même histoire en fait avec Anthony Edwards, c'est-à-dire depuis le début en fait la qualité des flashs, autant offensifs que défensifs, elle est d'élite. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a autant d'enthousiasme sur ce joueur. Pour moi, là où on pourra mesurer la progression de ce joueur, c'est avec quelle fréquence on retrouve ce genre d'action versus les actions un peu plus mauvaises. C'est là-dessus qu'on peut le mesurer, parce que je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais la majorité des joueurs, quand ils progressent, au début, ils sont pas capables de faire des actions d'élite dès le début, quoi. C'est juste qu'ils apprennent petit à petit, et donc plus le temps passe, plus ils font des bonnes actions en quantité, mais plus aussi la qualité de leurs actions et de leurs flashs très bons s'améliore aussi. Avec Edwards, c'est vrai que depuis le début, on a des trucs assez dingues, mais par contre, c'est vrai que je te rejoins sur le côté, en tout cas moi, du peu que j'en ai vu des Wolves pour l'instant cette saison, on a l'impression que ça vient plus fréquemment, justement. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, mais si avant on était à 40% de flash excellentissime à la passe, on est passé à 50 ou 60. Pareil avec la défense. Et je parle de ça aussi parce qu'on l'a vu durant la Coupe du Monde aussi, on a vu des actions marquantes en attaque et en défense à la Coupe du Monde, avec aussi le lot de l'autre côté d'actions, des petits oublis ou des mauvais choix, etc. Là, effectivement, il y a pas mal d'excellents trucs. Tu as parlé d'une passe, je crois qu'il en a fait aussi de très très belles contre les Pelicans aussi, 1 ou 2 jours après. Des passes vers le corner opposé en lisant la position du défenseur côté faible, justement, et un renversement complètement vers le corner opposé. Voilà, de très très belles actions. Et puis en défense aussi, il s'est mis, je le trouve aussi plus régulier, en effet. Les flashs l'action qui a fait un peu le tour du monde là, contre Tatum, ça c'est des séquences dont il est capable depuis longtemps. C'est juste qu'il le faisait pas tout le temps, alors que cette année, je trouve que justement, il le fait un peu plus régulièrement, et comme tu dis, d'avoir Anthony Edwards notamment en premier rideau plus fiable, ça participe un peu à cette défense qui en fait autorise moins de décalage dès le début de l'action en fait. Ouais, complètement. Ça fait partie intégrante de la bonne défense de Minnesota, qui a des ratings assez incroyables. Je crois depuis le début de saison, j'ai vu passer, je crois sur demi-terrain, ils sont à 82 de defensive rating, ce qui est assez immense. Ce qui est immense pour cette période, hein, parce que 82 dans les années 90, bon. Oui. Les gens ils diraient bon, c'est normal quoi. Ouais, pas ouf. Non mais oui, il y a des gros progrès, et bon après je sais pas si t'as d'autres choses à dire forcément sur Anthony Edwards, mais on peut parler des sujets qui fâchent un peu, et de la fin de match des Celtics, qui pour le coup alors Azad a mis 500 000 posts pour dire qu'il était pas content, mais c'est vrai qu'il y a un peu moi j'étais un peu déçu quoi de Joe Mazzulla, quoi, offensivement en tout cas, je l'ai trouvé ça assez faible tactiquement.
j'ai trouvé le seul système gadget un peu qui sortait, c'était Tatum en poseur d'écran. Alors ça marche extrêmement bien, hein. Faut quand même se dire que ça va en prolongation, ça veut dire que Boston est à un rien de gagné. La pièce aurait pu tomber de l'autre côté, quoi, comme j'aime bien dire. Et voilà, il y a Mike Conley qui fait une interception, aussi, il la fait pas, ça se trouve Boston il gagne, etc. Mais c'est vrai que bon, du coup c'est un peu bien parce que Tatum en poseur d'écran, ça a posé beaucoup de soucis à Minnesota, et parce que c'est assez, hein, c'est très dur à défendre et ça a créé des tirs ouverts. Il y a une séquence où il trouve un tir dans le corner ouvert, sauf qu'en fait Jaylen Brown n'est pas dans le corner, tout simplement. Et donc c'est assez intéressant, mais c'est vrai qu'en termes de diversité, à part Jason Tatum en poseur d'écran, on n'a rien eu. Et même si la défense arrivait à bien reset le truc après Tatum en poseur d'écran, là je parle vraiment du clutch, hein, on se retrouvait avec de l'ISO sur Jaden McDaniels. Bon, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et donc un peu déçu. Je suis content finalement que Boston ait perdu, parce que s'ils avaient gagné avec cette manière, ça m'aurait rendu un peu triste, quoi, parce que t'es fan d'Enix aussi. Oui, aussi. Non, mais tu es déçu du manque de variété tactique. Voilà, on attendait, c'était clairement le devoir d'intersaison. Joe Mazzulla, il fallait s'améliorer là-dessus. Pour l'instant, on le voit pas trop, quoi. C'est un peu ça que tu dis. Ouais, clairement. Alors que pour le coup, je trouve il y a des séquences ultra intéressantes. Voilà, où par exemple cette séquence, comme j'ai dit avant, avec Tatum en poseur d'écran, où tu trouves des tirs complètement ouverts, et donc on se retrouve avec ce truc il y a de quoi faire, quoi, et pour l'instant on reste sur notre faim avec même avec l'utilisation de Porzingis. Je suis pas ultra fan pour l'instant, donc voilà, on s'y attendait quelque part, mais on est quand même déçu, j'ai envie de dire. Pour l'instant, il est utilisé comment, Porzingis? Plutôt seulement pick and pop, en gros, quoi. Beaucoup, ouais, beaucoup. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis d'accord. Non, mais alors, on n'a pas parlé non plus, mais en tout cas, on a parlé de sa création un peu à niveau passing, Anthony Edwards. La création scoring aussi sur ce match était impressionnante, hein, sur tout le money time. Voilà, ça c'est effectivement la bonne version d'Anthony Edwards, qui peut se créer son tir à volonté, et ensuite quand il le met, tu peux pas faire grand chose, quoi. Donc c'était aussi le bon côté. Après, moi, mes notes, elles étaient plutôt sur le côté défensif de ce match-là, avec des deux côtés d'ailleurs, avec d'un côté Rudy Gobert. Et c'était assez intéressant la manière dont Minnesota essayait un peu d'imaginer les match-ups défensifs, et notamment avec cette envie de garder Rudy Gobert souvent le plus loin de l'action, plutôt en protection du panier, plutôt que de le mettre vraiment sur genre t'es le plus grand, tu vas défendre sur Porzingis. Ça n'a pas toujours été le cas. L'idée, c'est vraiment de ce fameux rôle du roamer, justement. Donc l'intérieur qui est un peu délaissé d'une certaine responsabilité, qui peut jouer un peu en safety défensif, on va dire. Et c'est vrai que Gobert, il y a pas mal de séquences comme ça où on le met sur un match-up qui est pas du tout le match-up auquel tu t'attends, quoi. Et dans cette NBA, on en a parlé la semaine dernière avec Wembanyama, qu'on mettait sur Josh Okogie pour pareil, hein, on le met sur un non-shooter pour qu'il ait un peu cette liberté d'agir. Là aussi, dès qu'on a un non-shooter, on met Rudy Gobert sur un non-shooter pour lui laisser la liberté d'aller rôder proche du panier. Mais même, tu vois, il y a des fois, c'est pas que le fait d'avoir un non-shooter. Et je me souviens d'une séquence où il revient en transition, et en fait, Rudy Gobert prend Sam Hauser, qui pourtant est un shooter. Et parce qu'en fait, le but, c'est pas tant d'être sur un non-shooter que d'être sur la personne qui ne va pas être impliquée sur le pick and roll. Et en effet, derrière, même si Sam Hauser de facto est un shooter, du coup, Gobert il s'en fiche, parce il prend le match-up qui en fait ne va pas être impliqué sur l'écran, parce que c'est là aussi qui peut être dévastateur. C'est ce côté protection du panier un peu en deuxième rideau, quoi. Et c'est là-dessus, c'est un truc qu'on voit de plus en plus en NBA. On le voit avec Chet Holmgren, on le voit avec Wembanyama, évidemment, on le voit avec Evan Mobley. On peut remonter jusqu'au fameux, la série de playoffs 2015, en fait, Andrew Bogut, qui d'un coup est placé sur Tony Allen, hein, ça remonte à ça. mais voilà, il y a pas mal de petites séquences comme ça où on essaie de garder un peu Rudy Gobert loin de l'action, en fait, parce qu'il peut aussi être l'intérieur du pick and roll, évidemment, mais voilà, on le fait un peu roamer, R-O-A-M-E-R, pour faire
un anglicisme, mais enfin un mélange d'anglais-français d'ailleurs. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que je sais pas si tu te souviens, mais il y a 2 ans déjà, à l'époque défense Vanderbilt, on avait une défense de Minnesota qui était très agressive, qui n'hésitait pas à aider des 2 côtés du terrain, côté fort et côté faible parfois sur des drives. Et c'est vrai que l'an dernier, avec l'ajout de Gobert, qui à Utah avait plutôt joué dans des schémas beaucoup plus traditionnels, où il n'y avait pas besoin d'aider autant parce que c'était lui un peu le centre de la défense, le mariage n'était pas idéal, ou en tout cas c'était pas très clair. Là, ce que je trouve, c'est que cette année, on a les schémas toujours d'il y a 2 ans, c'est-à-dire très agressifs, mais en plus, en plus des schémas agressifs, on a en plus Rudy Gobert. Et c'est là-dessus où je pense que ça peut faire un potentiel incroyable, parce que t'as des schémas très agressifs qui viennent protéger le panier, qui viennent boucher l'espace, boucher les drives, avec McDaniels qui est dans le deuxième rideau parfois, ou Anthony Edwards, ou des joueurs comme ça. Ok, mais sauf qu'en plus, t'as pas Vanderbilt, t'as le protecteur de panier qui est Rudy Gobert. Ultime. Ouais. Voilà, ça peut faire un mélange assez dévastateur, quoi. Ouais, non, mais je l'avais noté, tu vois, enfin, je l'avais noté un peu différemment, mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'on voulait le mettre sur le moins beau ball handler, en fait, quelque part, Gobert. C'est ça, ouais. Plus que sur le non-shooter. Et pour vraiment le garder le plus proche du panier. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé intéressant aussi, et c'est aussi là où Boston a réussi à se créer des tirs ouverts, ben c'est que en fait Gobert délaissait complètement, même si c'était Porzingis ou Horford ou Hauser, il laissait complètement le corner pour vraiment roamer dans la raquette. Et bah c'est vrai que on se dit, à Utah c'était un peu moins le cas, mais en fait on se dit oui, en fait ça peut être vraiment incroyable. Et c'est vrai que t'en as parlé, mais même je trouve Jaden McDaniels, je l'ai trouvé, il y a une séquence, je sais plus si c'est ce match ou un autre, mais une séquence d'aide au panier où il monte au contre, et à chaque fois je me dis mais ah ouais, sur un mec lancé à pleine vitesse, et il est capable en fait d'avoir cette rim protection en aide. Donc tu te dis en fait t'as McDaniels et Gobert, enfin surtout Gobert, hein, mais même quand t'as pas de Gobert, t'as McDaniels, et c'est assez impressionnant, quoi, tout simplement. Oui, moi j'ai même là une séquence devant les yeux où en fait t'as un drive milieu du terrain, ou un pick and roll, pardon, et t'as Porzingis qui déboule plein milieu du terrain après son pick and roll, et t'as des aides qui viennent des 2 côtés. T'as Anthony Edwards et Kyle Anderson qui viennent des 2 côtés, en plus de McDaniels qui est censé être sur Porzingis. C'est le côté très agressif dans les aides de la part de Minnesota. Donc ce combo aide très agressive, plus en plus sur Rudy Gobert que tu mets là-dedans, ça peut en effet faire très mal. Mais non, mais tu vois, c'est là-dessus où je pense que on est un peu dans cette mouvance et ça fait quelques années qu'on le dit, le futur de la NBA ressemble vachement, en fait. Pendant une époque, on a cru que c'était le futur de l'évolution du jeu, ce serait que des switches. Tu sais, on a eu un peu ce truc-là autour de 2018, hein, quand le switch all, voilà, exactement. Ouais. Les Rockets switch all, les Warriors switch all, on se disait c'est ça le paroxysme du jeu. Et en fait non. Et en fait, sans doute que le futur de l'évolution du jeu, c'est un mix entre homme et zone surtout. Et de plus en plus, on voit ce genre de concept un peu de zone apparaître. Alors, c'est pas complètement des vraies zones, hein, c'est pas la zone de 3 inamovible où chacun a son spot, même si ça aussi, on en voit de plus en plus. Mais c'est toujours des petits concepts comme ça. Et tu vois, le fait est que la fameuse série en 2015, Andrew Bogut, qui est placé sur Tony Allen pour avoir la liberté d'agir, pourquoi est-ce que Steve Kerr fait ça? C'est parce qu'il se dit, Tony Allen, on respecte pas le shoot. Donc, voilà, on peut faire aider Andrew Bogut sans craindre rien du tout, quoi. Là, ce qu'on a en NBA actuellement, c'est on a des pivots qu'on utilise en roamer, donc, et que même parfois s'ils sont placés sur des pivots qui shootent, mais on s'en fiche un peu en fait. Et on en avait parlé avec Joel Embiid dans la semaine numéro 1, avec Azad, contre Brook Lopez. En fait, il n'hésitait pas à abandonner Brook Lopez du tout. Il s'en fichait, on respectait pas le shoot de Brook Lopez. Là, on a Gobert qui respecte pas tant que ça, pas tout le temps, le shoot de Porzingis. Voilà, c'est un peu dans... d'ailleurs, on avait aussi, je sais pas si tu te souviens, il y a 2 ans, en 2022, Rob Williams aussi, qui était dans ce rôle du roamer. Il fait sa saison incroyable. Exactement. Qu'on faisait pareil, des switches loin du ballon pour le garder proche de la ligne de fond. Ouais. Mais tu vois, c'est là-dessus où je pense qu'on est un peu sur cette évolution qu'on voit de plus en plus en NBA. Alors c'est pas complètement de la zone, mais c'est un peu des principes de zone. C'est un peu, d'ailleurs un peu comme un NFL où on mélange un peu défense d'homme à homme et défense de zone. Je pense que voilà, la complexification des schémas vient un peu de là. C'est que
on n'est plus aussi rigide qu'avant de chacun défend son homme, où si lui il a un tir, t'es obligé de rester sur lui. On a un peu cette évolution, je trouve, où en fait, si t'as un grand pivot qui sait défendre le panier, grosso modo, on peut s'arranger pour qu'il zone autour du panier plus ou moins, qui selon le match-up, on s'en fiche, selon si le mec a un shooter ou pas, on s'en fiche. L'objectif, c'est d'être en position géographique, d'où cette idée de zone, en fait, géographique proche du panier, en fait. Donc c'était vachement intéressant. C'est ça, on est passé complètement du côté le 3 points et le facteur et le facteur X, quoi. En fait, c'est le tir au panier. C'est le tir au panier qui apporte de la variance et des résultats. Et donc, défensivement, ta priorité maintenant, c'est de défendre le panier, quitte à délaisser un bon shooter, des choses comme ça. Et on comprend aussi à travers tout ça que si déjà quand t'es un bon shooter, on te laisse ouvert, pardon, ou un shooter correct, si t'es un role player qui a pas de shoot, on voit très vite les difficultés que tu peux rencontrer, et on comprend pourquoi il y a tout ce côté pourquoi c'est con, mais des Jared Vanderbilt ont galéré, et pourquoi il y a souvent cette mouvance de dire oui, mais en fait aujourd'hui tu ne peux plus être une liability offensive et défensive d'ailleurs. Et par symétrie, l'inverse. Si tu as de plus en plus de zonage, de quoi tu as besoin en attaque, tu as besoin de connecteurs. si Rudy Gobert il abandonne Porzingis pour aller aider proche du panier, tu as besoin de quelqu'un qui peut se mettre au milieu et faire la transition entre la balle et Porzingis qui est ouvert. Voilà, donc ce besoin de connecteurs. L'autre truc que j'avais noté aussi sur ce match-là, c'est Jrue Holiday. Et on pourra aussi faire la transition un peu avec un autre match, puisque c'est le match Celtics-Sixers. Et on a un peu ce truc où Mazzulla a utilisé Jrue Holiday sur Karl Anthony Towns au niveau des match-up défensifs sur ce match-là. Donc ça a plutôt bien marché. Et ce qui semble assez normal, vu que Towns est plutôt un intérieur spacer, on va dire, plutôt quelqu'un qui va être apporter du spacing d'ultra élite plutôt que d'être un vrai joueur de poste bas dominant, etc. Donc voilà, le match-up a bien marché. On n'était pas trop surpris non plus. Tout de même à souligner cette créativité un peu défensif qu'on n'a pas connu l'an dernier, alors que pour le coup, il y avait Marcus Smart qui avait exactement le même profil, hein, même qualité et tout, et il me semble pas avoir vu autant de trucs comme ça. Donc c'est bien de la part de Joe Mazzulla d'innover un peu défensivement, à défaut de offensivement peut-être. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont retesté. Pardon. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait exactement la même chose, non pas contre Karl Anthony Towns, qui est un intérieur de pick and pop, entre guillemets, si je dois résumer, mais il l'a même tenté contre Joel Embiid alors. Ouais, dans un match face aux Sixers qui était assez intéressant. Et à la surprise générale, le match commence et on se retrouve avec Jrue Holiday sur Joel Embiid. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, je pense. C'est que en fait, quelque part, ça voulait encourager Embiid à faire du post-up, et quand ça faisait du post-up, ça le prenait à deux. Puis après, et c'était aussi et surtout, je trouve qu'on en revient un peu au même truc, mais pour pouvoir garder Porzingis dans ce rôle de roamer défensif. Donc, oui, exactement. Donc ouais, on retrouve un peu ce même schéma sur ce match face aux Sixers, et on retrouve aussi ce côté un peu pas terrible offensivement, quoi, chez les Celtics. Exactement, comme les Spurs, ils aiment bien avoir Zach Collins sur le terrain parce que c'est lui qui prend le pivot, pendant que Wembanyama peut être un peu libre. Là, on a fait pareil, mais avec un meneur, avec Jrue Holiday, mais qui n'est pas vraiment un meneur. Hein. C'est pour ça aussi que, tu vois, pendant l'intersaison, ça parlait beaucoup de la défense au point d'attaque, et non, mais on sous-estime la défense au point d'attaque. Jrue Holiday, c'est quand même pas qu'un défenseur au point d'attaque. C'est aussi là-dessus que la discussion aurait dû être, je pense aussi. C'est tellement plus, quoi, Jrue Holiday, et c'est notamment ça. C'est, bon, contre Towns, j'étais pas choqué. Mais par contre, qu'il puisse tenir un peu plus contre un Joel Embiid, c'est vrai que c'était un peu plus surprenant qu'il ose le tester, et qu'en plus, ça marche relativement bien, quoi. Ouais. Clairement, c'est sûr que c'est peut-être pas Marcus Smart tu vois, si tu fais les extérieurs capables de switch, mais je pense qu'il est 2 ou 3e, quoi, dans cette capacité dans cet éventail, on va dire, de joueurs qu'il peut garder sur du 1 contre 1 sans concéder d'énormes décalages, quoi, Jrue Holiday. Après, ce qui était aussi intéressant, et ce que j'ai bien aimé de la part de Nick Nurse, c'est qu'il a réussi à trouver quelques contre-moves, c'est-à-dire
Notamment, hein, bon, ben, ok, tu mets Jrue Holiday sur Joel Embiid. En fait, quelle était la stratégie? C'était notamment Jrue Holiday est relativement solide, mais surtout quand il va au poste bas, tu demandes à Jrue Holiday de faire un front, donc de passer devant et pour empêcher la passe vers le poste bas, et avec quelqu'un en deuxième rideau qui vient derrière. Bon, en gros, tu prends Joel Embiid un peu en sandwich, Jrue Holiday devant qui fronte et un deuxième derrière qui fait la prise à deux pour pas que le passeur puisse donner la balle à Embiid par-dessus en faisant une passe en cloche par-dessus Jrue Holiday. Et voilà, donc ça c'est la technique de base. Après, d'un côté, on a vu aussi, j'ai vu parfois Joel Embiid arriver à prendre position plus tôt ou de manière un peu plus maligne au poste bas avant que la prise à deux puisse arriver derrière. Donc ça c'était assez intéressant. Et puis il y a aussi d'autres fois où Nick Nurse a dit bon ben ok, tu veux mettre Jrue Holiday sur Joel Embiid, ok, pas de problème. Eh ben on va faire poser des écrans à Joel Embiid. Et là, ok, ben vas-y, Jrue Holiday, défends en tant que défenseur intérieur qui doit défendre en faisant du drop ou en faisant du edge. Et c'était un bon contre-move. Et je pense que ça va être un contre-move un peu classique à ça. Parce que Jrue Holiday, comme Marcus Smart ou comme d'autres, ben voilà, il a du switch, il a de la polyvalence, etc. Mais il n'est pas habitué à défendre en tant que défenseur du poseur d'écran, quoi. Il sait pas faire du drop. Et en effet, il y a quelques fois où, placé dans cette position de drop, les Sixers ont réussi à faire 2-3 trucs. Donc, j'ai bien aimé aussi le contre-move de la part de Nick Nurse sur cet ajustement. Ouais, mais complètement. Mais après, moi, j'adore le début de saison de Nick Nurse. Je trouve il y a énormément de choses intéressantes. Il y a le fait que, en fait, je sais pas ce que tu en penses du début de saison, alors qui fait beaucoup parler parce qu'il a des pourcentages assez dingues, il est en feu de Tyrese Maxey. Mais je trouve ça intéressant pour maximiser en fait les capacités de lecture de Embiid et de Maxey qui sont pas élites, on va dire. En fait, de les faire attaquer, ils font beaucoup ils font du dribble end-off tous les deux, pas mal. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir en fait un Maxey qui arrive lancé tout simplement. Et en fait ça facilite, je trouve, le travail des deux, de Maxey et de Embiid, qui ont un peu de mal, et Maxey, je l'ai trouvé plutôt toujours pas manipulateur, etc., mais en fait ça crée beaucoup de chaos dans la défense adverse, et Maxey, j'ai trouvé plutôt bon sur les lectures. Donc j'ai trouvé que l'utilisation offensive pour faire beaucoup d'end-off, de dribble end-off tous les deux entre Maxey et Embiid, assez intéressante. Et après, j'aime aussi beaucoup le fait que tu joues le rebond offensif avec Joel Embiid, quoi, tout simplement. Ouais. Parce que c'est vrai que c'était pas forcément la marque de fabrique des Sixers l'année dernière. Et cette année, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est vrai que les Sixers attaquent beaucoup plus le rebond offensif, et forcé de constater que ça marche pas mal, quoi. Donc je trouve il y a pas mal de choses vraiment intéressantes, alors qu'on pouvait avoir un peu de réserve, même quand on a fait le podcast sur le trade de James Harden, sur comment les Sixers peuvent optimiser leur attaque, peuvent continuer à avoir un niveau d'attaque intéressant. En fait, ils trouvent plein de petits moves, que ce soit à l'échelle tactique, vraiment sur ce que tu as dit, pour mettre Jrue Holiday dans une position inconfortable, ou alors sur des principes un peu plus fondamentaux de attaquer le rebond offensif. Voilà, donc je trouve ça super intéressant offensivement, mais évidemment défensivement avec Nick Nurse, c'est aussi assez incroyable, quoi. Effectivement, ils sont 12e pour l'instant au taux de rebond offensif, 12e sur 30 évidemment. Ils étaient 25e l'an dernier, donc 25e sur 30 quasiment, dans les derniers, quoi. Et en 2022, ils étaient même 30e sur 30. donc voilà, effectivement, il y a un peu changement de ce côté-là. Je garde un peu le sujet Maxi parce qu'on a pas mal de questions sur lui dans la question des auditeurs. Ok. Je crois que l'autre gros match dont on voulait parler aussi, que tu as vu, toi surtout d'ailleurs, plus que moi, qui ne l'ai pas vu, c'était les débuts de James Harden, justement. Passons des Sixers à un ancien Sixers. Donc c'était le Knicks New York contre les Clippers. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match-là, du coup? Déjà que le parquet des Knicks est très beau, avec le nouveau parquet des Knicks City Edition.
Non, blague à part, c'est vrai que c'était un peu ce qu'on avait attendu, ce qu'on attendait en fait avec James Harden et le début des Clippers. C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment déçu du coup? Je ne sais pas. Mais on a du coup un problème de spacing clair quand James Harden a le ballon, parce que le problème, c'est que James Harden aujourd'hui ne va plus changer son jeu à 34, 35 ans. James Harden est un ball handler qui n'a pas de jeu sans ballon, et donc quand James Harden est le système, et donc quand James Harden a la balle, quand James Harden est sur le terrain, offensivement, il faut lui donner la balle. Et donc, alors, c'est vrai qu'il y a des choses très positives. Ça rajoute du pick and roll avec Zubac. On l'a vu au tout début du match, premier quart-temps. Il enchaîne 2-3 pick and roll assez ou juste c'est James Harden, donc il met Zubac sur orbite pour je crois qu'il y a un and one et il y a 2 paniers ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est assez intéressant, c'est indéniable. Mais il y a quand même, en plus face à une défense des Knicks qui fait, vous en avez parlé la semaine dernière très très bien, qui fait beaucoup de stunts, voire trop de stunts, qui est assez agressive, mais en fait, les Knicks sont plus se le permettre, parce que quand tu as Westbrook et Zubac sur le terrain, tu as des non-shooters, donc tu peux te permettre de resserrer complètement la raquette. Et donc ça a été un vrai problème. Tout au long du match, qu'on a retrouvé un peu quand Westbrook et Harden étaient ensemble, puisque c'était avec un intérieur classique quasiment tout le temps. Donc ça, c'est le premier problème qui a été annoncé. Et en fait, ce que j'ai trouvé un peu dommage aussi, c'est que même quand Westbrook jouait le pick and roll, le fait que tu avais, j'ai une séquence en tête où tu as Paul George et James Harden sur un côté, dans un corner, sur le même côté, sur le côté fort, quoi. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de mouvement, et ça, c'est aussi un problème peut-être qu'apporte James Harden, c'est le fait qu'il n'y ait pas, et que dont t'avais très bien souligné dans le podcast d'ailleurs, c'est le fait que ce soit pas un shooter en mouvement, etc., et que ça apporte pas de mouvement. En fait, je crois que, alors je sais plus qui c'est qui défend du côté des Knicks, mais en fait, il y a un des 2 défenseurs de James Harden et Paul George qui va aider dans la raquette, et l'autre qui garde les 2 en un, en fait, quelque part, parce que les 2 sont très proches, donc tu peux te permettre de lancer cette aide, et l'autre peut défendre Paul George et James Harden parce qu'il y a aucun mouvement, tout simplement. Donc ça, c'est un autre problème. Donc il y a un vrai problème de spacing déjà. Après, il y a quand même des choses assez positives, comme dit sur le pick and roll. Et ce que j'ai bien aimé, il y a quelques séquences où c'est Westbrook le poseur d'écran, et là j'ai beaucoup aimé. Il y a notamment une séquence au début du match où je crois que c'est Harden qui la rattrape mal ou quelque chose comme ça, mais où en fait globalement il trouve un tir complètement ouvert, quoi, sur du short roll, sur du passing du short roll, et voilà. Mais après, et c'est vrai que là, moi, c'est quelque chose qui me fait très très peur, c'est que les séquences défensives, Ouais. c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est qu'en fait, t'as 2 défenseurs. Il y a une séquence où t'as les 2 qui sont off-ball, donc qui sont censés faire les rotations, mais t'en as aucun des 2 qui les fait, quoi. Et tu te retrouves avec beaucoup de tirs ouverts de la part des Knicks, qui sont pas non plus l'équipe qui a un manipulateur de défense exceptionnel, et donc en fait t'as des problèmes offensifs et défensifs assez énormes du côté des Clippers. Donc c'était un peu annoncé, on l'avait un peu c'est un peu critique, chronique d'un fiasco annoncé, j'ai envie de dire. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'automatisme non plus, donc on va leur laisser le temps. Mais pour l'instant, c'est assez inquiétant, quoi. Oui, donc un peu les 2 problèmes qu'on avait soulignés un peu dans la théorie de spacing et défense, qui dans la pratique ont l'air de se concrétiser, alors, d'après ce que tu nous dis. Presque pire que ce que j'imaginais, en fait, pour être honnête. Ouais. Oui, et puis pas tant que ça, enfin, je veux dire, Westbrook et Harden jouent encore les 2 beaucoup, et les deux beaucoup ensemble parfois, quoi. C'est pas genre quand il y en a un qui sort, l'autre rentre, pardon. Il y a aussi beaucoup de, voilà, les 2 sont à plus de 30 minutes par match, je crois déjà. Donc voilà, le fameux stagger, le fameux essayer de décaler les minutes des uns des autres. Si tout le monde a un gros statut de titulaire, au bout d'un moment, les minutes vont finir par se chevaucher. Ouais, bon, ok, à suivre. On verra évidemment sur un plus gros échantillon que ce début-là. Sauf si tu as autre chose à rajouter, hein, tu me dis sur ces Clippers-là. Mais sinon, quel autre match on a vu cette semaine, Baptiste?
Alors moi j'avais vu Dallas. Ah oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a eu le début du tournoi qu'on n'a pas évoqué la semaine dernière dans l'hebdo parce qu'on on enregistre toujours un peu avant le week-end pour que ça puisse sortir lundi matin à 5h du mat. Mais on a vu le début du In-Season Tournament. Au-delà de la tactique, ça pique les yeux quand même, ce tournoi. Mais tu sais que blague à part, moi le Denver-Dallas, j'ai eu beaucoup de mal à le regarder parce que je trouve que visuellement c'était horrible quoi, tout simplement. Ouais. Non, alors pour le coup, celui-là, moi je sais que beaucoup de monde en parle comme le pire. Moi, j'ai trouvé que ça allait au final quand je l'ai vu. Celui que je redoute, c'est celui de Miami tout rouge. Celui-là, j'ai même pas osé lancer le truc, quoi. Bon, voilà. Mais c'est presque comme si, tu sais, il y avait des codes couleurs qui étaient là pour une raison, quoi, tu sais. C'est presque comme si c'était fait exprès que les couleurs, les parquets étaient, étaient clairs d'habitude pour qu'on puisse voir les joueurs. C'est révolutionnaire. Mais Non, ouais. Je pense que le pire, c'est quand même celui des Pacers. Hein. Celui des Pacers, c'était ouf. C'était piquant. bon, bref. Donc oui, Dallas-Denver, moi je l'ai vu. J'ai noté quand même un peu un Dallas, un peu, comment dire, le yin et le yang, quoi. C'est-à-dire, il y a des fois où, en effet, la semaine dernière, on en avait parlé d'ailleurs, des séquences de balles qui bougent très bien, très très bien. D'ailleurs, surtout dans le Dallas contre Charlotte, quelques jours plus tard, un nombre de séquences de partage de balles, on fait de l'extra passe, et du mouvement, enfin, exceptionnel. Donc il y a des séquences comme ça. Et après, t'as d'autres séquences où personne bouge et tout est assez statique autour de Luka Doncic. Et tu dis, bah non, ça peut pas marcher, quoi. Contre Denver, il y a 4, 5, 6 séquences comme ça où personne ne bouge. Et d'ailleurs, je crois même que Grant Williams en parle dans un temps mort, où il avait un micro équipé là. Il passait les extraits de trucs et il dit, mais là, il y a personne qui bouge, quoi. Et ouais, il y a des fois où voilà, c'est un peu la schizophrénie de cette attaque de Dallas pour l'instant qui montre des trucs extrêmement intéressant et notamment avec Kyrie Irving. Je comprends pas. Enfin, toi t'es peut-être un peu jeune, mais moi j'ai connu sa draft à l'époque en 2011. Depuis sa draft, donc depuis 12 ans, presque 13 maintenant, les gens en parlent. Enfin, Kyrie Irving, il bouge en fait. Hein, c'est pas un porteur de balle classique, un mangeur de ballon, quoi. Mais bref, il y a l'image qui est une chose et puis il y a le joueur qui est une autre. Et je trouve que Il y a un décalage. On a quelqu'un qui bouge beaucoup, qui a du shoot en mouvement. Ouais, exactement. Il y a un décalage. Il y a pas mal de séquences extrêmement intéressantes, mais je trouve que c'est jamais sur la totalité d'un match. Mais bon, voilà pour ce Dallas-Denver, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter tactiquement, pardon. On a déjà fait assez long sur les affiches de la semaine. Est-ce qu'il y a des matchs, que j'ai oubliés, Baptiste, et dont tu voudrais parler? Ah si, peut-être le Rockets et Lakers, tu m'as dit que t'avais vu. Ouais, bah c'était plus pour parler des Rockets un peu rapidement, parce que c'est vrai qu'ils sont sur 4 victoires de suite et qu'ils ont explosé les Lakers. Et il y a pas mal de trucs encourageants. Moi, j'aime beaucoup en fait que enfin l'attaque passe par les mains d'Alperen Şengün, que Fred VanVleet fait une vraie bonne saison, je trouve, pour un vrai beau début de saison à la création. Voilà, c'est intéressant. Il y avait même en début de saison des séquences où tu retrouvais Udoka et c'était quand le banc rentrait, en fait, t'avais du switch all. Quand Şengün et VanVleet sortaient, c'était super intéressant défensivement avec Amen Thompson, notamment qui rentrait en meneur, un meneur de 2m1, quoi. Ça aide. Mais voilà, après, c'était aussi un peu... Donc, il y a beaucoup de choses positives. Il y a Jalen Green qui si on enlève son début de saison, ses 2 premiers matchs où il était un peu blessé, en tout cas, il revenait d'une blessure de pré-saison, trouve un bon rythme, en tout cas, et enfin efficace au scoring. Donc c'est assez intéressant. Maintenant, il y a quand même un côté un peu, attention, calmons-nous, parce qu'ils ont joué les Hornets, 2 fois les Kings sans Fox et les Lakers sans AD. Donc après, faut prendre les matchs et franchement, bien joué pour ça. Mais voilà, et il y a aussi ce côté où je crois que leur adversaire shoot à 25% à 3 points sur cette série de wins, et aussi donc il y a une faiblesse de l'adversaire et t'as aussi une réussite assez incroyable. Ils sont quasiment à 40% sur la saison à 3 points. Dillon Brooks shoot à 54% à 3 points. 54% à 3 points au moment où on tourne. Dillon Brooks. Donc ça témoigne je trouve d'une utilisation qui est bien meilleure du ballon, qui est bien meilleure que l'année dernière. Beaucoup moins d'autocréation, c'est beaucoup plus du catch and shoot et du drive, mais quand même, je suis pas sûr que Dillon Brooks shoot à 54% toute la saison, et que les Rockets shoot à 40% à 3 points toute la saison non plus. Donc c'est encourageant, mais c'était aussi pour dire un peu
calmons-nous, on en reparlera, un peu plus tard quand tu auras eu des vrais tests aussi, quoi. Non, mais alors, ce qu'on peut dire tout de même, c'est qu'il y a un début effectivement, de compétence et de cohérence, déjà, dans cet effectif, de par le coach, de par les signatures, ça fait du bien, quoi. Donc ça, c'est bien. Et en effet, peut-être que ce sera très intéressant, et on le fera sans doute. On fera un point autour de début décembre, parce que là, ils ont un calendrier qui va être vachement intéressant. Je m'étais noté, là, donc là, ils ont affronté les Lakers. Malheureusement, il n'y avait pas Anthony Davis, donc ça a un peu affaibli le test, on va dire. Ça s'est senti un peu, ouais. Ouais, ça s'est senti. Bah oui, parce que dès que j'ai vu les highlights de Sengun, surtout, et il était au poste bas, il voyait Christian Wood, il a dit, ah bah ok, bah j'y vais. Ensuite, il a vu Rui Hachimura, il a fait, bah oui, bah j'y vais, j'attaque. c'est pas pareil que d'attaquer Anthony Davis, ou de pas l'attaquer, justement. Mais non, mais peut-être on fera le point d'ici un gros mois, on va dire, puisque là, ils vont affronter Denver, Clippers, Lakers de nouveau, Golden State, Memphis, Dallas, Denver, Dallas et de nouveau les Lakers pour les grosses affiches. Tout ça en moins d'un mois. Donc ouais, ça y est, le révélateur c'est maintenant, quoi. Parce que c'est ça. Pour l'instant est plutôt relativement facile comme calendrier, mais on verra ce qu'il en est. Oui, j'ai pas grand chose de particulier à dire sur ce match-là, mais j'ai vu aussi le fameux match du tournoi aussi, le In-Season Tournament, le Warriors OKC. Excellent match d'ailleurs. Chet Holmgren, il faudra qu'on fasse un point aussi très bientôt, je pense. J'adore le côté un peu positionless basketball du Thunder, où t'as Chet Holmgren qui remonte des ballons et qui initie l'attaque, il remonte lui-même le ballon, il va s'installer au poste bas, ou alors il fait un pick and roll. Et de l'autre côté, quelqu'un que je ne connaissais pas, parce que j'ai pas suivi la draft cette année. C'est quoi? C'est Kayson ou Carson Wallace? Je sais plus comment il s'appelle. Kayson Wallace, ouais. Kayson Wallace, qui est un arrière assez petit en plus, qui est, il y a des fois, il est utilisé comme Bruce Brown, le Bruce Brown des Nets, tu sais, poseur d'écran. Ou alors dans le dunker spot, je dis mais que se passe-t-il, quoi. Donc voilà, Kayson Wallace, très jeune, 20 ans à peine, il vient d'avoir 20 ans. Il est né le 7 novembre 2003. Voilà, donc il a littéralement eu 20 ans il y a quelques jours. 10e pick de la draft, tout de même, pour ceux qui connaissent pas, qui a été propulsé titulaire titulaire ou pas d'ailleurs. En tout cas, il joue beaucoup déjà. Non, pardon. Il est titularisation, pardon. Non, ouais, pardon. J'ai le souvenir d'une titularisation, mais ce n'est pas représentatif, on va dire. Mais non, mais j'ai beaucoup aimé celui Kayson Wallace, et surtout par ce profil atypique de je joue un peu comme un vrai fond intérieur, tu sais, comme Bruce Brown au Nets à l'époque. Donc, ouais, c'est ça. Voilà. Mais Bruce Brown n'avait pas le shoot qu'a déjà Kayson Wallace, en tout cas, à l'époque au Nets. Ouais. Et donc, ça fait un joueur ultra valuable dès sa saison rookie. Toi, tu connais un peu Wallace de la draft? Ouais. C'est de Kentucky, donc son utilisation, c'est un guard de Kentucky, donc son utilisation laissait un peu à désirer. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé, je crois que j'en avais fait un podcast sur lui, et on soulignait le fait que je crois qu'il était à 34% en NCAA, mais qu'en fait c'était un vrai bon shooter parce qu'il y avait beaucoup d'autocréation, etc. Et qu'en NBA, s'il est utilisé un peu dans ce côté beaucoup plus du catch and shoot, le shoot est déjà là en fait avec Kayson Wallace. Et c'est aussi un très bon défenseur déjà sur l'homme, et il peut être utilisé, il rentre parfaitement. En fait, je trouvais déjà à l'époque qu'il rentrait parfaitement dans le système du Thunder. Donc c'est très très fan de ce choix du Thunder. Oui, en effet. Qu'est-ce que j'ai sur ma fiche aussi? Oui, Lakers Miami, évidemment, on peut pas ne pas mentionner l'immense match de Kyle Lowry, évidemment. Bien entendu. Alors, quand on dit immense match de Kyle Lowry en 2023, c'est plus au niveau du scoring ou quoi. C'est les rotations, c'est les box-out, c'est les passages en force clutch provoqués. Et donc, on peut passer à notre rubrique Focus. Focus maintenant, un peu de thème libre. Alors, on n'a pas de thème libre aujourd'hui. On a par contre un scouting. Tu voulais parler un peu de Dereck Lively. Alors, Baptiste, parle-nous de cet intérieur rookie de Dallas. Ouais. 12e choix de draft.
je crois que en fait le choix du Thunder dont on parlait, Cason Wallace et Derek Lively, les choix ont été échangés. Je crois que Dallas était en 10 et est descendu en 12 et a récupéré Derek Lively que pour le coup moi je connaissais pas trop. Je crois qu'il a peu joué aussi en NCAA. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que le fit est plutôt parfait aux Mavs. C'est-à-dire que il manquait une menace de lob clairement offensivement, et il est capable de l'être. Il manquait une menace de lob viable défensivement, parce qu'il y avait Jamal Magui, oui, mais ça marche pas, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et donc déjà, je trouve que sur les rôles, il est super intéressant sur son placement, en fait. Je trouve qu'il y avait une vraie alchimie avec Luka Doncic. Donc ça, c'est intéressant, assez intéressant. Derek Lively, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un intérieur, il fait 7 pieds 1, donc plus de 2m13, il est très grand. Et il est encore un peu longiligne et frêle, mais voilà, il est très athlétique et donc il est très mobile, donc il y a ce côté un peu menace de lob. Déjà, ça c'est le premier truc qui est intéressant. Et là où moi j'étais complètement surpris sur le côté offensif, c'est qu'on l'a vu, je sais pas ce que t'en penses, mais ça rentre un peu dans ce côté connecting, etc., connecteur, etc., mais on l'a vu capable de très très bonnes séquences sur short roll. Enfin, de bonnes séquences sur short roll. Et ça, en fait, je pensais pas qu'il serait capable, dès sa saison rookie, de le faire, si on reste juste sur le côté offensif déjà. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Le côté verticalité, quand tu as quelqu'un comme Luka Doncic, c'est primordial. Il y avait Dwight Powell qui le faisait, mais qui le faisait un peu. Mais là, effectivement, on a la version un peu plus grande, encore plus dangereuse sur ce côté verticalité. Et en plus, comme tu dis, moi qui ne le connaissais pas du tout, a priori, en tout cas, l'a priori que j'ai de base, c'est savoir faire des passes en mouvement pour un pivot, surtout un pivot de ce profil catch and finish et protection du panier. En général, c'est pas évident que ces joueurs-là savent faire la passe en mouvement sur short roll. Donc l'extra passe, après avoir posé l'écran, ce qu'on appelle le short roll, c'est tu poses l'écran, tu vas un peu dans l'entrejeu, tu reçois la balle, et là, tu fais dans cette position de short roll, tu fais la passe. Je réexplique comme à chaque fois, pardon. Mais oui, tu vois, quand t'as des Capella, t'as des profils comme ça, c'est pas évident qu'ils savent la faire, cette passe. Donc j'ai été aussi très très étonné de le voir que, oui, il y a pas mal de séquences où il peut totalement faire cette passe. Et même, il y a des fois, il est envoyé sur pick and roll, il arrive proche du panier, ça se resserre un peu autour de lui. C'est pas complètement short roll dans l'entrejeu, c'est même carrément sous le panier. Il est capable de ressortir vers le corner opposé ou vers l'ouverture, même depuis quand il est très profondément proche du panier, quoi, je veux dire, dans des positions pas évidentes et pas forcément face au jeu. Donc ouais, c'est un très très bon point, je trouve. Et puis je pense que tu vas aussi nous parler du côté, en plus de ça, on a aussi un défenseur qui est tout à fait potable. Ouais, complètement. Alors juste pour finir, vas-y. Pourquoi c'est primordial un peu de jouer le short roll? Bon, ça paraît peut-être évident, mais c'est parce qu'en fait les défenses trappent souvent ou sont très agressifs sur Luka Doncic, donc Derek Lively se retrouve dans cette espèce d'un peu d'entrejeu avec les rotations défensives qui sont en train de se mettre en place, et donc un décalage à exploiter. Et donc il est assez surprenant là-dedans. Et c'est vrai que défensivement, pour le coup, il y a ce côté vraiment, oui, là en fait sa simple présence change beaucoup de choses, je trouve à Dallas, parce qu'il y avait beaucoup de défenseurs assez intéressants, tu vois, Maxi Kleber, etc. Mais t'avais pas ce protecteur de panier. Et c'est vrai que voilà, il fait 7-1, hein, donc il est très très grand. Et en fait, par sa simple présence, va y avoir beaucoup moins de tirs au panier pris. Tout simplement, il va y avoir beaucoup moins de tirs au panier pris. Et ça c'est un énorme plus pour Dallas. Et c'est pas juste il est grand, je trouve, c'est que il commet encore un peu beaucoup de fautes pour un rookie. Mais je trouve c'est pas juste je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas juste un grand qui saute, quoi. Tu veux dire il est déjà mobile et coordonné, en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas juste un grand qui saute, quoi. Ouais. C'est pas Jamal Magui, quoi, en gros. Oui, et puis comme on disait, Dwight Powell avait déjà une certaine alchimie sur roll, R-O-L-L, du pick and roll en attaque avec Luka Doncic. Mais Dwight Powell, c'est un intérieur de quoi 6-10, je crois, mais qui n'a pas du tout ce côté volume défensif. Là, avec Derek Lively, on a le verticalité encore plus que Dwight Powell, tout en ayant un peu de short roll sur passing qu'avait aussi Dwight Powell. Mais contrairement à Dwight Powell, on a quelqu'un qui, comme tu dis, a plus d'intimidation autour du panier en termes de protection du cercle.
Ouais, complètement. Voilà, et puis je trouve il a des plutôt des bonnes mains défensives, donc c'est assez intéressant. Après, tout est pas parfait, hein. On n'est pas encore sur un joueur calibre All NBA Defense, mais je trouve ça intéressant comme il y a ce côté. En fait, c'était ce qu'il fallait à Dallas, mais en fait, il est pas juste là parce qu'il y a personne d'autre. Il est là aussi parce qu'il est très bon, tout simplement. Après voilà, je sais pas si tu veux qu'on cite les stats, etc. Mais voilà, c'est vrai qu'en fréquence, quand il est là, il y a beaucoup moins de tirs dans la short mi-distance, notamment sur les flotteurs, etc. Et ça c'est assez intéressant quoi. Donc voilà, il y a des progrès à faire, notamment sur les mains offensives aussi, tu vois. Je crois que j'avais vu Ouais. qu'il est à 50% au lancer franc ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est super intéressant pour Dallas. Le profil est très bien et excellent. Et en plus, il y a un niveau de performance assez rare en fait pour un rookie de 20 ans là qui va avoir 20 ans et une palette assez intéressante. Derek Lively qui était à Duke, si je dis pas de bêtises, l'an dernier, c'est ça? Ouais. Donc lui, c'était pas Kentucky. Hein. Lui, c'est en général, c'est Kentucky. Ils utilisent mal les meneurs et les arrières, et Duke, c'est plutôt les intérieurs. Mais non, mais effectivement, vrai joueur de rotation, ce qui n'était pas forcément donné. Bon, moi, je suis pas hyper fan de Jason Kidd, donc j'avais un peu ce truc de bon, bah, il va le mettre titulaire, comme il a mis titulaire l'an dernier Javal Magui, un peu, pas pour les mauvaises raisons, mais pour certaines raisons, mais qui sont pas justifiées si on dézoome totalement et qu'on a l'image complète. Et là, c'est vrai que, bah ouais, en fait, non, on a un vrai joueur. Et là pour le coup, là, oui. Tu vois, en début de saison, en pré-saison, j'étais un peu, comme d'habitude, le râleur un peu chiant qui dit, mais non, mais Dwight Powell, il est quand même plus compétent. Enfin, et en effet, je trouve que Dwight Powell est tout de même un joueur très intéressant et sans doute sous-estimé par un peu la majorité du public, on va dire. Mais là, non, là, on a quand même un vrai joueur avec Lively, on n'a pas juste un rookie qui est mis là parce que oh, mais il est jeune, il est grand, etc. On a en effet quelqu'un qui est déjà compétent. Donc ça, c'est intéressant et on suivra ça parce qu'en effet, même si il n'y a pas besoin que ça devienne non plus un go-to guy ou un mec qui a 30 points par match pour avoir un profil hyper intéressant, hein. S'il continue comme ça, qu'il a un niveau de défense all defense, même sans aller jusqu'à all defense, hein, un défenseur très solide qui en plus peut apporter verticalité et passing sur short roll, ça fait un très très solide joueur NBA, hein. Clint Capella à l'époque ou Tyson Chandler ou des mecs comme ça quoi. Encore que Tyson Chandler était all defense d'ailleurs. Mais Ouais, et Clint Capella qui n'avait pas le short roll. mais exactement. Exactement. Ouais, pour Jason Kidd, c'est vrai que bon, tout n'est pas non plus parfait hein, à Dallas. Je sais pas ce que tu penses de Derrick Jones Jr. dans le 5, mais mes avocats me disent que j'ai pas le droit de me prononcer là-dessus encore. Non, je suis pas fan du move de base, mais bon, on verra comment ça va se développer. Bref, donc voilà pour Derek Lively qu'on va continuer à suivre, mais en tout cas qui fait partie de ce bon début de saison de Dallas, défense et attaque d'ailleurs, comme on l'a dit. Ma stat de la semaine, j'en avais une moi cette semaine, c'était 21,9, ma stat de la semaine. C'est le nombre de tirs tentés par 100 possessions par notre ami Damien Lillard. 21,9 tirs tentés par 100 possessions. C'est le 59e plus gros total de NBA. 59 pour Damien Lillard, qui l'an dernier était 7e de NBA. 7e plus gros total de tirs tentés par 100 possessions. Et pour dire, donc là actuellement, il est autour de joueurs comme Scottie Barnes, Jaden Hardy d'ailleurs de Dallas, Chris Middleton aussi, et dans cette zone en termes de tirs tentés par 100 possessions. On a du Bones Hyland aussi, on a du Caris LeVert. Voilà, et c'est même moins que cette année, on a un Josh Giddey qui pour l'instant prend plus de tirs par 100 possessions que notre ami Damien Lillard. Bon, stat un peu gadget, mais pour dire que, je sais pas toi ce que t'en penses, mais je trouve un peu que elle a du mal à démarrer cette attaque de Milwaukee, et même Damien Lillard, je trouve, a un peu un rôle réduit, comme justement on l'illustre un peu cette stat où bah, il est pas aussi, il a pas un volume aussi énorme, pardon, que ça a pu être le cas par le passé, et comme la superstar qu'il est, et le volume de superstar qu'il devrait peut-être avoir, quoi. Et qu'il peut encaisser. C'est pas juste prendre des ballons pour prendre des ballons. C'est prendre des ballons en étant ultra efficace. C'est vrai que les Bucks, c'est pas l'équipe que j'ai le plus regardé depuis le début de saison. Et puis en plus, il y a ce côté un peu, bah voilà, hier il a pas joué, donc bah, j'ai pas regardé le match non plus.
Mais ouais, il y a ce côté un peu intermittent, c'est-à-dire que quand tu vois, il va pas jouer beaucoup, il va pas, pardon, attends, je vais recommencer ma phrase. Il va pas prendre beaucoup de tirs, avoir un gros usage pendant une grosse partie du match, puis pendant le clutch, bah là, il va prendre tous les tirs et on va jouer pour lui. Il va y avoir des systèmes pour lui avec des sorties d'écran, voilà, des end-off, des choses comme ça, des pick and roll très hauts. Mais il y a d'autres moments où il est complètement effacé, je trouve, de l'attaque sur les quelques matchs que j'ai vus. Encore une fois, je le répète. Donc il y a un côté un peu ouais, c'est pas encore la machine qu'on imaginait en fait, en tout cas l'attaque des Bucks. Non. Bah après, heureusement, la défense tient. Elle est assez standardélique, la défense de Milwaukee pour l'instant. Parce qu'ils sont, ils sont quoi? Ils sont 25e, 26e défense de NBA pour l'instant. Donc début de saison pas idéal pour Milwaukee, que je retrouve ça 26e au niveau du defensive rating. Bon, voilà. Ok. Bon, le but c'est pas non plus de développer aujourd'hui, mais voilà, stat un peu à évoquer, parce que je trouve ça qu'en effet, on avait parlé, je crois qu'au tout début, dans notre première hebdo, semaine numéro 1, où il avait un peu pris en main le match contre les Sixers en prime time, le money time justement. Et on disait, ben voilà, ça y est, on a un porteur de balle qui peut prendre ce rôle-là, justement. Mais c'est vrai que tu vois, à chaque fois, le matin, tu te lèves, soit tu regardes le match, soit tu regardes les box scores, tu dis, Damian Lillard, 11 tirs, 15 tirs, 13 tirs, c'est pas beaucoup quand même, quoi. C'est, bon, là, les chiffres sont un peu améliorés, effectivement. Mais voilà, on n'est toujours pas à, on ajoute le vrai Damian Lillard à gros volume, à grosse efficacité et énorme responsabilité dans cette attaque. Pour l'instant, c'est pas encore idéal, mais donnons du temps, et on parlera peut-être plus en détail de Milwaukee par la suite. Mais voilà pour ma petite stat de la semaine. Eh bien, il est temps de passer aux questions des auditeurs, Baptiste, si tu veux bien. Et en plus, nous en avons pas mal, donc je pense que le mieux, c'est d'attaquer de suite. Allez. Questions des auditeurs, donc, on rappelle, vous pouvez envoyer vos questions, vos propositions, vos demandes, justement, si vous avez envie qu'on fasse le scouting de la semaine sur un tel ou un tel, vous pouvez nous dire. Voilà, vous pouvez, c'est l'espace auditeur à vous, sur Twitter, sur YouTube en commentaire, sur le Discord, évidemment, partout. On prend vos questions. Question de Busquetos, d'ailleurs. Question pour le prochain podcast, Guillaume, est-ce que tu es rassuré par l'utilisation de Sengun de la part de Udoka? Il semble être bien responsabilisé et distribue beaucoup d'assists. C'est ce que tu nous as dit tout à l'heure, Baptiste. Oui, alors la question elle est pour toi, Guillaume, mais oui, mais du coup c'est toi qui as vu Houston. Oui. Mais moi je suis très content. Tu confirmes? Je suis très confiant, très content, confiant pour la suite aussi. Et je trouve il y a aussi une progression défensive qui va dans ce sens, donc c'est cool. Oui. En effet, on a quelqu'un de plus mobile que ce qu'on pense. C'est pas Jokic, pour le coup, sur cet aspect-là. Non. c'est mieux que Jokic. Tiens, de la part de YouTube, de Nicolas Mazar, qui nous dit super nouveau format. Merci. C'est très fluide et agréable à écouter tout en restant pointu. Proposition de petite séquence, la disaster class tactique de la semaine, histoire de dire du mal de certains coaching staff. Hâte d'entendre la suite. Merci pour le commentaire. La disaster class de la semaine, est-ce qu'on la donne à l'attaque de Boston peut-être, vu qu'on en a parlé tout à l'heure, Baptiste, ça fera plaisir à Azad en plus. Ouais, allez. Franchement, pour... Non, il y a pire quand même, non? Ça dépend où tu places le curseur des attentes sur la semaine. J'ai pas tout le calendrier en tête. Mais la déception, en tout cas, les Celtics, mais c'est pas la pire équipe, quoi. Franchement, les Lakers, la mi-temps des Lakers que j'ai vu contre les Rockets, c'était bien triste aussi, mais bon, il n'y avait pas Anthony Davis. Oui. Non, j'allais parler d'A.J. Griffin, mais non, pas encore. Laissons le temps. Tiens, une proposition qui nous vient aussi de Anthony, Anto T2O sur Twitter. J'avais pensé à un format en tant qu'auditeur que j'aurais aimé écouter. C'est « Il serait mieux lab-bas », où l'idée ce serait de prendre un joueur qui ne brille pas forcément dans son équipe actuelle et de dire dans quelle équipe on le verrait le mieux se développer. Avec le jeu de mots lab, comme Basket Lab évidemment,
il m'a proposé avec le jeu de mots pour être sûr que ça passe dans le podcast. Est-ce que tu as un nom d'un joueur comme ça? D'ailleurs, c'est une rubrique effectivement qu'on pourrait faire revenir. Est-ce que tu as des noms de joueurs où tu te dis, bah lui, le fit est pas idéal là, est-ce qu'ailleurs ça pourrait être mieux? Ouais, alors là, du coup, j'ai pas du tout réfléchi à la question, mais faudrait peut-être en préparer un par semaine. Mais tu vois, je trouve un Jordan Poole dans une équipe avec beaucoup plus de jeux de mouvement, jeu en mouvement, etc., où il pourrait avoir un peu moins responsabilisé balle en main, un peu moins poulet sans tête, quoi. Tu vois, par exemple, aux Warriors, je trouverais ça cool, quoi, Jordan Poole aux Warriors. Oui. Oui, mais est-ce qu'ils ont les salaires pour faire l'échange? Ah, ou alors peut-être il faudrait se débarrasser de Chris Paul alors, peut-être. Ouais, je ne sais pas. Faut se débarrasser de Chris Paul pour le faire. Non, il y a un nom auquel j'ai pensé, moi, mais c'est pas tant qu'il est pas bien là où il est, c'est qu'il pourrait faire passer un step à un contender, à un candidat au titre. Alex Caruso, qui pour l'instant joue sa petite vingtaine de minutes toujours aux Bulls, qui est fantastique en défense, mais pas trop utilisé en attaque et pas trop utilisé du tout, pardon. Alex Caruso, il pourrait être mieux aux Warriors, il pourrait être mieux aux Clippers, il pourrait être mieux dans plein d'équipes qui est candidat au titre. Ah ouais, donc voilà. Ça me ferait plaisir, tiens, que Caruso il signe chez un contender. Il y en avait un que j'avais depuis le début de saison. Ouais. Bon, qui est plus possible, mais c'était Rob Williams. En fait, c'était avant de connaître Lively, mais c'était Rob Williams aux Mavs. Oui. Le Rob Williams en forme. Mais du coup, maintenant, ça marche plus du tout. Exactement. On avait aussi, je crois qu'on en avait parlé ensemble d'ailleurs, je crois, non, de Brogdon et Rob Williams qui pourraient être revendus. Mais là, non. Apparemment, c'est fini pour Rob Williams qui fin de saison, on l'a dit, avec sa blessure. Question de Quentin. Pourquoi voit-on aussi peu de pick and roll Lillard-Giannis? Tu nous as dit que t'as pas trop vu les Bucks, mais je crois qu'on peut tous les deux répondre. On ne sait pas. On sait pas trop, on comprend pas non plus. C'est la grande question. Pourquoi quand ils font des pick and roll très hauts, c'est Brook Lopez qui vient. Je pense que c'est la question qu'on se pose tous. Hein. Oui. Après, à quel point est-ce qu'on n'est pas sur un scénario en mode un peu comme les Warriors à l'époque qui disaient non mais on ressort notre arme atomique, le pick and roll Curry, Kevin Durant, on le ressort que quand il faut, que quand en playoff, que quand il y a besoin, on ressort ça parce qu'on sait que c'est l'arme atomique. Hein. Ouais. À quel point c'est ça ou pas? Tu vois, la différence, c'est qu'il y avait déjà un fond de jeu tellement établi aux Warriors et que ça gagnait de toute façon tellement sans ça, que ça, c'était la cerise sur le gâteau. C'est le cheat code, en fait. Là, on espérait que ça fasse un peu plus partie de l'identité de l'équipe, en fait. Oui, c'est ça. Mais à quel point ils ont de la marge pour pouvoir se permettre ce luxe de l'utiliser que quand ils en ont vraiment besoin, entre guillemets. Exactement. Je sais pas trop. Et je me demande, bon, voilà. Je sais pas trop. Question de Grégoire. Grégoire qui nous dit quels sont les 3 meilleurs contrats minimum sur ce début de saison, selon toi et ton guest. C'est toi mon guest, Baptiste. Est-ce que tu penses à des noms qui ont signé pour pas cher et qui sont déjà des belles réussites en NBA sur cette saison 2024? Je sais que Wendell Carter Jr. à Orlando, c'est génial. Oui, mais c'est pas un contrat minimum. Ah, c'est un contrat. Pardon, j'ai mal compris la question. C'est sur les contrats minimum. Mais les 3 meilleurs. Ah, pardon. Oula, j'avais juste compris quels sont les 3 meilleurs contrats. Sur les mecs signés pas cher, en gros, quoi. Ça va lui faire plaisir, mais ceux des Suns, c'est pas mal. Hein. Non, je sais. Dario Saric aux Warriors, je crois que c'est le minimum. C'est pas mal, Dario Saric, en effet, ouais. Et Dario Saric, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal du tout. Il y a Kelly Oubre qui fait beaucoup de bruit en ce moment parce que je crois que c'est le minimum aussi. Oui, c'est vrai. Ou en tout cas, c'est pas cher. Et bon, c'est vrai que pour ce prix-là, c'est un bon rendement, quoi. Je suis d'accord. J'ai pas eu trop le temps de voir les Nets, mais il doit y avoir pas mal de contrats minimum ou des petits contrats honnêtes qui sont très intéressants. Je pense à j'avais vu Lonnie Walker contre les Mavericks qui était vachement cool, notamment. Je crois qu'ils ont aussi Dave Smith Jr. aussi, qui a signé pour pas cher chez eux. Enfin bref, il y a quand même deux, trois trucs intéressants. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois, contrat minimum, ça nous vient pas de tête, hein, des gens signés pour peu cher. Il y a Jamal Magui qui a du temps de jeu aux Kings et qui est pas aussi cata qu'il a pu être aux Mavericks, mais bon. Ouais, c'est pas facile comme question parce que on les a pas en tête forcément en fait. Je les ai, je peux te les citer. Là, on a du Malik Beasley.
Mais est-ce qu'on est vraiment sur un bon début de saison de la part de Malik Beasley? Je suis pas sûr. Mais en même temps, il est titulaire. Pas certain. Ouais, Darius Saric, effectivement, il est à 2 millions, donc ça doit être un minimum, je pense. Bah tiens, Derrick Jones, hein, Junior, du coup. Derrick Jones Junior. Ouais, c'est vrai, ça marche. Bah, de facto, il joue beaucoup. Donc, donc ouais, ça marche. Ouais, Lonnie Walker, 2 millions. 2 millions pour cette année. Donc, Dennis Smith Jr. aussi, du coup? Ouais, mais je crois que je préfère le début de saison de Lonnie Walker. Oui. Il me semble. Jordan Goodwin aux Suns, comme tu disais. C'était pas mal, Jordan Goodwin. Enfin, donc, moi, j'ai bien aimé sur les minutes qu'il a eues. Ouais, minimum, c'est compliqué, minimum. Hein. Finalement, tout le monde est trop payé en NBA. C'est ça que ça fera plaisir à Grégoire en plus. Cette réponse. Mais moi, si je dois en choisir un, je prends Saric. Oui, je pense que Saric, c'est un peu l'évidence sur les contrats minimum pour l'instant. Ouais. Je suis d'accord. Question de Lucas R, qu'on connaît, Black Gannon, qui nous propose un over-under à 2, le nombre d'années restantes en NBA pour Killian Hayes. Est-ce que tu prends le over ou le under, Baptiste? Over. Allez, over. Donc il lui reste plus que 2 ans alors. Ouais. Je pense aussi. Je pense que ça coince beaucoup au niveau du scoring, mais le reste est quand même assez intéressant. D'ailleurs, il joue pas mal pour l'instant cette année, dans une rotation où apparemment... Jaden Ivey est banni. C'est ça, voilà. Et par un coach militaire défensif qui veut absolument que ça défende. Donc, mais je veux dire, si Killian Hayes a toujours son passing et un peu de défense, il y a moyen un peu d'exister tout de même, quoi. Et après, on verra aussi, parce qu'il fait quand même pas mal de... Là, tu vois, il nous dit 26 passes décisives pour 2 pertes de balles depuis le début de saison. Ben ouais, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. Oui, on a pas mal de questions sur Maxi aussi, sur Tyrese Maxey, justement. Question de d'Ismaël qui nous dit Maxi qui augmente fortement son volume en maintenant son efficacité globale de l'an dernier. Des raisons de penser que c'est soutenable ou probablement pas. On avait aussi une question de Garincha aussi dans cette même veine. On voit un Tyrese Maxey beaucoup plus passeur mais tout aussi propre. C'est temporaire ou est-ce qu'on peut y croire sur toute une saison? Et entre parenthèses, enterre-t-il définitivement le débat avec Jordan Poole? Bon, mais pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui, on va dire. Et Caleb Martin, Season, Bamzerito, qui nous dit aussi pourquoi tout le monde semble penser que Tyrese Maxey a un plafond de verre alors qu'il arrive à être bon sur drive et sur pull-up. Est-ce que c'est son passing le problème? Je te lance la patate chaude. Sur Maxey, sur toutes ces questions, Baptiste, qu'est-ce qu'on peut en dire de Tyrese Maxey? On peut dire que ça peut devenir un scoreur... je pense de très très haut niveau en NBA parce qu'il a déjà, en fait, il avait déjà le pull-up, hein, il a déjà le pull-up depuis l'année dernière même, voire depuis 2 ans, donc le pull-up peut rester. Je sais plus trop la question, hein, mais voilà, je pense que voilà l'efficacité sur un gros volume peut rester. Ça, j'ai aucun souci avec ça. Surtout que c'est vrai que je crois que l'année dernière, si je dis pas de bêtises, il a connu un peu une année en deçà sur les drives, pardon, alors que l'année d'avant, il était très fort, ou il était plus fort en tout cas. Mais voilà, après oui, le problème c'est que le passing enfin, je sais pas trop ce que tu vas penser de ce mot, mais je le trouve assez scolaire en fait. Oui. Je le trouve, très, c'est-à-dire que voilà, s'il y a un espace, s'il y a une passe, il va la faire. Mais moi, je sais plus qui dit ça souvent, mais c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est la question un peu la comparaison avec la NFL des premières lectures. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait, ouais. Mais Maxey va être fort s'il y a un premier décalage pour faire la première lecture, mais pas forcément pour faire une 2 ou 3e lecture si la défense s'adapte et voir un peu plus loin que cette simple passe assez simple, quoi. Donc, je pense qu'il y a tout de même un petit plafond de verre. Je pense que du coup, par rapport à la question, est-ce que c'est à cause du passing le problème? Je pense que ça l'est en partie, et ça l'est d'autant plus que on est sur quelqu'un de petit, entre guillemets, parce que les joueurs NBA, même les petits joueurs NBA, ils font 2 têtes de plus que nous. Mais non, mais je dis ça parce que tu vois, par exemple, si ça avait été un ailier de ce profil-là, avec ce skill set-là, pour moi, ça aurait été moins un problème. Alors, ça aurait pas forcément non plus été une première option d'équipe ou un moteur offensif d'ultra élite. Mais ouais, tu vois, par exemple, c'est un shooter absolument fabuleux. S'il faisait 6-8 avec ce shoot-là, ça serait encore plus problématique pour la défense, je veux dire. Donc pour moi, c'est un peu les deux en même temps, c'est créativité limitée,
pas créativité d'élite au niveau du passing, et en plus, comme il est relativement petit aussi, il y a peut-être certains angles de passe ou certains angles de scoring qui vont pas être disponibles. Mais ouais, pour répondre aux autres questions, est-ce que c'est temporaire ou est-ce qu'on peut y croire? Moi, j'avoue que j'y crois beaucoup, j'y crois pas mal dans son registre, en effet. Mais oui, c'est quelqu'un qui peut pas mal être mis en valeur dans des systèmes de Nick Nurse, avec beaucoup de mouvements de balle et des dribble and off et des feintes et ce genre de trucs pour le mettre en position. Et surtout que si je retrouve la stat, ouais, en carrière, il est à plus de 41% à 3 points. Et je pense que ça, je crois que c'est toi qui en parlais récemment, mais c'est un aspect qui est peut-être sous-estimé à l'échelle du grand public, parce qu'on le voit comme avec son explosivité et le petit bip bip qui va extrêmement vite sur les drives, etc. Mais il faut pas se tromper, c'est aussi dans le même temps un shooter absolument d'élite, Tyrese Maxey. Ouais, si je dis pas de bêtises, il est à quasiment plus de 43% l'année dernière à 3 points. Oui, c'est ça, ouais. Donc c'est fou, hein, c'est fou. Ouais, et plus de 41 en carrière, c'est fou. Voilà. C'est fou. C'est pas mal. Avec le pull-up, etc. Mais après avoir aussi défensivement, est-ce qu'il peut y avoir des limitations ou pas? Mais voilà pour le cas Tyrese Maxey. Question de Vincert. Minnesota finiront-ils dans les 3 meilleures défenses de NBA et pas forcément 3e? J'ai envie de dire oui, je pense. Oui, allons-y, on y va. Je pense, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, avec entre Rudy Gobert, entre les ailiers, etc. Autre question aussi de Vincert. Sur ce début de saison, l'équipe la plus sympa à avoir joué. Baptiste, moi j'ai une réponse, mais je la garde pour l'instant, j'attends la tienne. Ça, je suis très nul pour les questions comme ça parce que j'ai du mal à visualiser toute la ligue en fait. Donc que tu as vu jouer. Que j'ai vu jouer. Qui est-ce que j'ai bien aimé? C'est vrai que les Nets c'est pas mal. Minnesota c'est cool aussi. Minnesota c'est cool. Moi le Thunder. Le Thunder, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup parce qu'il y a ce côté, comme tu as dit, où en fait tout le monde joue le pick and roll dans toutes les positions. Donc c'est assez fou. Et puis, si tu veux juste du fun, du pur fun, les Pacers. Les Pacers, c'est sympa. Tu aimes bien les contre-attaques, toi? Bah voilà, quand tu les regardes, il y a pas de. Tu sais ce que tu vas avoir, quoi. J'avais les Nets aussi. Okay. J'avais les Nets, Brooklyn Nets, qui sont pas, ça manque de talent, mais ça joue quand même très bien, je trouve. Ça joue quand même très très bien, et ça fait, c'est assez plaisant en tout cas. Encore une fois, il manque le talent à la fin des actions ou au milieu des actions pour mettre les paniers, plus que la moyenne sans doute. Mais ouais, c'est très 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 cool à voir jouer pour l'instant les Nets. En plus, il y a toujours pas trop Nick Claxton. Donc ouais, moi j'ai les Nets aussi, bon le Thunder aussi, les classiques, hein. Warriors aussi bien sûr. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, les Nets pour moi c'est un peu l'équipe hipster de ce début de saison. Ok. Question de Vincert, il a beaucoup de questions, dites-moi. Que pensez de l'arbitrage, notamment les fautes techniques sur les dunks, expulsion de Giannis? Est-ce qu'on n'est pas à bord de ridicule? Ouais, j'ai pas trop d'avis là-dessus, j'avoue. Non, mais je pense qu'on va être un peu d'accord sur ce côté-là. Même si alors toi, t'as peut-être pas connu, mais je crois que c'était le début de saison 2010-2011, saison 2011. Ils avaient durci les règles pour les techniques. C'était absolument n'importe quoi. Donc on n'est pas à ce point-là, mais ceux qui ont connu se souviennent sans doute de cette époque-là. Ah oui, il faut pas. Vincert nous dit aussi, il faut parler des terrains et du in-season tournament. On abîme les yeux de toute une génération. C'est pas bien et on voit rien. Oui, là-dessus, on est d'accord. Question de assez parler de moi, une question un peu sérieuse en plus qui nous dit un peu de curiosité sur le frangin Thompson de Détroit qui se prend pour Mitchell Robinson. Est-ce que tu as pu voir, je crois que tu as pu voir un peu le premier match de Détroit, non, contre Miami? Ouais. Ben, j'en ai regardé 2-3 de Détroit. Ouais. Donc on parle de Ossar, hein, Thompson. Ossar Thompson, ouais. Moi j'adore Cade Cunningham de base. Et c'est vrai que Ossar Thompson, c'est contre le Thunder, je crois, que j'ai vu. Ouais. C'est bluffant. C'est assez phénoménal. C'est bluffant pour un rookie, ouais, d'avoir ce côté. En fait, je trouve, physique absolu. C'est des athlètes générationnels les deux, mais en même temps déjà très très cérébral, je trouve presque. Et tu le retrouves aussi dans ce côté. La comparaison avec Mitchell Robinson, je suppose, c'est pas à cause des rebonds offensifs. Je crois que c'est le deuxième meilleur en total. Ossar Thompson, alors qu'il fait 2m01, 2, quelque chose comme ça.
Et c'est vrai qu'il y a une vraie science du placement combinée à un physique fou. Donc c'est assez en défense et au rebond, c'est assez incroyable. Ouais, c'est assez incroyable, moi je trouve. Je sais pas si toi t'as vu beaucoup de Détroit ou pas. J'ai pas vu beaucoup Détroit, j'ai vu Détroit contre Miami en début de saison. Et effectivement, Ouais. j'avais enlevé 2-3 séquences sur Jimmy Butler. Ah ouais, quand même. Enchanté. Ouais, c'est ça. Je crois que son premier match, il fait 3 comptes dans le premier quart-temps, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Ah, ouais, ça doit être un truc du genre. Ouais. C'était assez impressionnant. Ouais. Donc le frangin Thompson, comme il dit, à suivre. Question de Darish qui nous dit, pour compléter la question sur un meilleur et pire équipe, les bonnes et les mauvaises surprises de début de saison, joueurs et ou équipe. Je crois qu'on va se garder cette question. On en fera peut-être un focus sur les semaines à venir. On fera notre thème libre, ce sera les bonnes et mauvaises surprises de ce début de saison. Mais si tu en as une, tu peux nous le dire pour l'instant. Moi, ma déception, c'est Milwaukee pour l'instant, assez clairement. Ouais, je suis d'accord. Et ma satisfaction, ce serait Atlanta. Peut-être pas surprise, mais satisfaction. J'aime beaucoup. Et puis après, il y a toute une série de questions ou de remarques dans cet espace auditeur par rapport au titre de l'hebdo, qui pour l'instant s'appelle l'hebdo. Mais est-ce que c'est un titre définitif ou pas? Est-ce qu'on arrive à trouver quelque chose de mieux ou pas? Est-ce que tu as des propositions, toi, Baptiste, ou pas, pour cette émission hebdomadaire? Moi, j'aime beaucoup. Je crois que c'était quelque chose comme Good Morning Lab ou un truc comme ça. Exactement. Je sais pas. Good Morning B-Lab. Ça, j'avoue que moi, j'aime bien. Tout à fait. Lucas nous propose Good Morning B-Lab. Effectivement. Good Morning Vietnam pour ceux qui ont pas les références. Caladan nous dit aussi j'avais un jeu de mots avec Lancelot du lac, mais du coup ça fait Lance l'hebdo du lab, pardon. Lance l'hebdo du lab. Bon, ok. Will Matic nous dit hebdomadaire, apostrophe HAIR, ce à quoi je lui ai répondu qu'on cherchait un nom pour une émission, mais pas un nom pour un salon de coiffure. Parce que ça, tu sais, c'est le délire de tous les salons de coiffure d'avoir un jeu de mots comme ça. Ouais, avec un R. Bon, au moins, si tu te reconvertis, c'est tout trouvé. Hein. Oui, tout à fait, l'hebdomadaire. ou alors on transforme le format, on en fait un salon de coiffure tous les lundis. Vous venez, vous faites coiffer et on parle des matchs de la semaine. Quentin nous propose l'hebdomadaire. C'est rigolo, mais il n'y a pas de rapport avec le basket, nous dit-il. Bah oui, merci, merci Quentin. On a aussi du Karim Hebdo Jabbar. Merci Eric Spectron pour la proposition. Karim Hebdo Jabbar. Ouais. Ah non, ça c'est moi, ouais. Ça c'est moi, j'avais aussi proposé. Je sais pas ce que t'en penses. L'hebdo tac-tac-tic du gendarme. J'aime bien. Franchement, je l'aime bien, mais elle est un peu longue, je trouve. Elle est un peu longue, mais j'aime bien ce côté hebdo tactique. Bonjour à tous dans l'hebdo tac-tac-tic du gendarme. Oui, et puis paye ta référence aussi à quel point est-ce qu'elle est vieille. Y a, dans une intro, il y a 1 ou 2 épisodes, là. J'étais fatigué, je me suis trompé. Et pour dire hebdo tactique et actu, j'ai rassemblé, ça a donné hebdo tactu. Ça peut être un nom potentiel. L'hebdo tactu du Basket Lab. Ah, l'hebdo tactu. L'hebdo tactu, le nom qui part d'une erreur. Le nom qui parle d'une erreur. L'actu tactique, tu vois. Ça peut le faire. Ah, oui. Alingua de Miami France nous dit l'hebdopamine, ta dose de bonheur hebdomadaire. Merci. Merci Simon. Et puis non, proposition de FD Moon sur le Discord qui nous dit bonsoir, j'ai pensé à un nom plutôt cool. Une première version, ce serait du type l'hebdoratoire. En tout cas, je trouve que ce serait qu'il y a un truc à pousser entre laboratoire et hebdo. Franchement, elle est pas mal celle-là, hein, l'hebdoratoire. Tu vois, je cherchais à faire un jeu de mots avec lab, mais en fait, hebdoratoire, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Ouais. Il y en a 2-3 qui sont sympas, mine de rien, je trouve. Ouais. Qui sont un peu mieux que juste l'hebdo, quoi. Enfin, c'est merci. Un peu plus marrant, quoi. Un peu plus marrant. Non, ouais, l'hebdoratoire, j'aime pas mal. Peut-être on fera un vote, on sait pas. Bernard Minou nous demande Wemby plutôt douche le soir ou le matin? Baptiste, est-ce qu'on a des infos ou pas? J'ai pas l'info. J'avoue, j'ai pas l'info. Question de Gage, que vous connaissez, Gage sans doute, Thibaut. Tyrese Maxey est-il déjà un meilleur passeur en mouvement que Eric Maynor? As-tu un avis, Baptiste? Connais-tu Eric Maynor? Ouais, voilà, la question c'est je connais de nom, mais ai-je vu jouer Eric Maynor? Malheureusement, non. Désolé. Lors de son petit déjeuner, Wembanyama verse-t-il des céréales avant le lait? Je ne sais pas non plus. Bienveillance Flashlight qui nous dit l'élément auquel vous croyez le moins avant la saison, mais qui finalement fonctionne.
Waouh. Bonne question, ça aussi. Ouais. Ouais. Chris Paul, moi, je pense. Chris Paul. Chris Paul, ça marche pas mal, ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai. Bon, on peut partir sur Chris Paul, alors. Même si on n'a pas résolu tous les problèmes encore, hein, mais le premier feat, pour l'instant, est pas mal, quand même, tout de même. J'étais plutôt dans les pessimistes. Mais non, pas mal, Chris Paul, ouais, je pense. Peut-être R.J. Barrett. Voilà, je m'excuse. Oui, mais c'est temporaire. Oui. Ce n'est que temporaire. Attends, tu donnes 20 matchs et ça va redescendre, t'inquiète pas. Non, on plaisante. Donc voilà pour les questions auditeurs. On finit évidemment par les affiches de la semaine prochaine à regarder. Baptiste, est-ce que tu as noté des choses? Sinon, je déroule le programme qu'on s'est noté, tu me dis. Moi, le seul truc que je m'étais noté, c'était Celtics Knicks, mais après, ouais, je peux te laisser dérouler. C'est ça, oui. Tout à fait, ouais. Celtics Knicks pour lundi. Lundi soir et donc mardi matin, vous pourrez vous réveiller en regardant le Celtics Knicks, qu'on avait noté dans les grosses affiches. Mardi, c'est le tournament d'ailleurs. C'est pas que le vendredi maintenant. Je sais pas si t'es à noter, mais mardi, retour du in-season tournament et donc des parquets, je redoute, avec notamment un Golden State Minnesota qui va être intéressant pour tester la défense de Minnesota, je trouve. Et puis OKC San Antonio que j'avais noté pour le duel Chet Holmgren et Wembanyama. Oui. Ça pourrait être intéressant. Mercredi, nous avons du Minnesota Phoenix qui peut être pas mal. Mais le problème, c'est que je crois que c'est un back-to-back pour Phoenix, donc je suis pas sûr qu'il y ait tout le monde sur pied. Ce qui tue. Et d'ailleurs, c'est un back-to-back pour Minnesota aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, si tu les as notés contre les Warriors, oui. Bah ouais. Toujours un peu le problème, c'est que ça risque de gâcher les affiches. Mais sinon, il y aura du Philadelphie-Boston, un classique. Ou potentiellement du Sacramento-Lakers, si ça vous dit mercredi. Si De'Aaron Fox revient, ça peut être intéressant. Jeudi, Brooklyn-Miami. Pour une des deux affiches de jeudi. Et l'autre, c'est OKC Golden State. J'espère que ce sera des affiches en prime time sur TNT parce que c'est pas ce qu'on a eu cette semaine, hein, Baptiste, je crois. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'avait pas des affiches qui étaient si bonnes que ça. Ouais. Bah là, on enregistre le vendredi, pardon. Donc les affiches du jeudi, c'était pas terrible. Et c'était sur NBA TV, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. C'est pour ça, ça explique la qualité des affiches, parce qu'on n'était pas sur le prime time de TNT, mais semaine bizarre, hein, parce que prime time un peu nul le jeudi, pas de match le mardi, c'était bizarre cette semaine. Mais voilà, vendredi, retour du tournoi. J'avais noté pas mal d'affiches intéressantes, mais notamment, toi qui aimes bien Atlanta, il y a un Atlanta-Philadelphie qui peut être intéressant. Et puis, ou sinon, San Antonio contre Sacramento. Toujours bien de tester un peu la défense de Wembanyama contre du jeu en mouvement des Kings. Sinon, samedi, la revanche de OKC Golden State qui aura eu lieu le jeudi. Il y aura la revanche 2 jours plus tard. Ça va être sympa, ça va être sympa. Ouais. Et puis Dallas-Milwaukee aussi que j'ai noté. Mais est-ce que Milwaukee fait encore partie des grosses affiches? Je ne sais pas. Mais on en rajoute beaucoup. Et puis dimanche, on finit la semaine avec un Denver-Cleveland qui peut être intéressant. Ou alors, si on a Anthony Davis, on aura ce fameux Houston contre les Lakers qui peut être très intéressant et un très bon test pour les jeunes Rockets. Clairement, parce qu'il a manqué, hein, il a manqué dans la dernière affiche. Bon voilà pour vos affiches un peu de la semaine, si vous avez un peu envie de noter 2-3 grosses affiches dans l'agenda. Et puis donc le quiz, pour finir, petit quiz. Pour l'instant, nous avons Azad qui a 6 points, FD qui a 3 points, même si FD apparemment a une question en moins, donc on le fera rattraper une question en plus la prochaine fois. Où est-ce que va se placer Baptiste? Est-ce que tu es prêt pour la séance de quiz? Un quiz en 2 temps, tu as 10 questions, 10 points potentiels. Baptiste, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Alors allons-y. De toute façon, tu peux pas faire pire que FD, je pense. Premier quiz, c'est un Who He Play For, comme avec Charles Barkley. Donc un pour qui qu'il joue, en français, pardon. Pour qui qu'il joue. Baptiste, où joue Cody Zeller? Waouh. En 2024. Oh non, ils ont signé Biyombo, les Grizzlies. Je vais dire c'est dur. Ah, c'est tellement dur. Ah, c'est horrible. Je vais dire Washington, allez.
Je sais que c'est faux, c'est horrible. Non, mais t'as triché, t'as vérifié là, non? Je sais que tu bluffes. Tu sais que je te troll? Oui, voilà. Non, pas du tout. Il est aux Pelicans cette année, Cody Zeller. Cody Zeller est aux Pelicans. Où joue Garrett Temple en 2024? D'ailleurs, une légende du Who He Play For. Où est Garrett Temple cette saison? Je crois que je l'ai. Vas-y. Je crois qu'il joue aux Raptors. Exactement. Mais alors, tu as dû voir le Who He Play For, justement. Je sais pas où je l'ai vu passer, mais oui, peut-être. Parce qu'à chaque fois, il pose la question chaque année. Donc ça te fait 1 point. Où joue Baptiste, notre ami Ish Smith cette année? Champion NBA. Bah aux Hornets. Il est rentré contre les Mavs. Donc je l'ai vu avec le maillot des Hornets. Exactement. 2 points pour Baptiste. Il joue aux Hornets, tout à fait. Baptiste, où joue Jérôme Robinson cette année? Tu sais que je savais même pas qu'il était encore à NBA. Jérôme Robinson. Faut que je dise une équipe que j'ai pas beaucoup vue en fait. Je vais dire les Blazers. Et non, c'était les Warriors. Jérôme Robinson est aux Warriors, l'homme qui a été drafté avant, je crois, chez Iglus Alexander. Ou alors juste après, je ne sais plus. Ou avant Michael Porter Jr. en tout cas, c'est sûr. Non, alors Shea est 11e et lui, il est 13e. Voilà. Donc avant Michael Porter Jr., Troy Brown, Zaire Smith, Dante DiVincenzo, Lonnie Walker, Kevin Huerter, Josh Okogie, Grayson Allen. Oula, ça rappelle les souvenirs. Et puis dernier, Baptiste, où joue, toi qui es fan de New York, où joue Daishon Nix? Daishon Nix, il joue aux Wolves. Exactement. Il joue à Minnesota. Et je me souviens qu'ils l'ont signé, il y a toute la commu Rockets qui était en train de leur dire bon courage aux fans des Wolves. Ah ouais, les fans des Rockets n'aiment pas Daishon Nix? Ah, je crois qu'il est détesté là-bas. Eh ben, ça te fait 3 points sur ce quiz alors. 3 sur 5 pour l'instant, c'est pas mal. Et comme tu le sais, la deuxième partie du quiz, c'est un over-under sur cette saison 2024, toujours. Over-under, je mets la barre à 6. Le nombre de contres par 100 possessions de notre ami Daniel Gafford. Est-ce qu'il est au-dessus ou en dessous de 6 contres par 100 possessions? Non, je vais dire under quand même. Ah non, under. Moins de 6 contres. T'es sûr? Ouais. En effet, c'est under, il est à 5,3. Mais c'est tout de même le premier total de NBA. En termes de blocs par 100 possessions. Non pas par match, mais par 100 possessions. Tout à fait. Alors, et on reste sur Daniel Gafford. 8, le nombre de fautes par 100 possessions de Daniel Gafford. Est-ce que tu prends au-dessus ou en dessous? Non, je prends en dessous encore. Je pense que c'est une tentative de déstabilisation. Eh bien, j'aimerais bien pouvoir te dire que tu as raison, mais non. Il est à 8,5 fautes par 100 possessions, Daniel Gafford. Waouh. Voilà qui équilibre un peu le... Si on fait un ratio contre par faute, on est à moins de 1. 5,3 divisé par 8,5. Est-ce que c'est rentable, du coup, que Daniel Gafford aille au contre? Je suis pas sûr. Tiens, over-under. 71%. Le pourcentage de tirs à 2 points sur des tirs à 2 points de Nikola Jokic. Tu prends le over ou le under? Nikola Jokic à 2 points. Je dis over parce qu'il est trop fort cette saison. J'y crois. Tu dis au-dessus de 71%. 70%. Ou 71, j'ai dit. Bah, je dis au-dessus quand même. Eh bien non, c'est under. Il n'est que à 70,7% sur des tirs à 2 points. Bon. Est-ce que c'est vraiment un double MVP? Franchement. Voilà, il n'est que à 70% sur des tirs à 2 points. C'est une honte, monsieur Jokic. Tiens, 90, le true shooting plus, donc l'efficacité par rapport à la moyenne, moins 10% par rapport à la moyenne, donc moins 10% par rapport à la moyenne d'efficacité pour Killian Hayes en 2024. Est-ce que tu prends au-dessus ou en dessous? Ah, Killian Hayes, il est quand même historiquement bas depuis quelques années. Hein. Tu m'as dit combien? 90? 90. Oui, bah il était à moins 25 quasiment l'année dernière, donc je vais dire moins. Je vais dire moins que 90 encore. Tu as raison, tout à fait, il est à 84.
Je pensais te piéger parce qu'en ce moment, il est sur une bonne série de scoring qui est relevé partout. Mais il n'est que, en effet, à 84 cette année. Donc, il est encore à moins 16% par rapport à la moyenne. Donc, 1 point pour toi là-dessus. Et puis, dernière question des 10 questions. 17, le nombre de minutes de Tracy Jackson Davis, le rookie des Warriors. 17 minutes contre Denver, plus ou moins dans le choc Golden State-Denver de cette semaine. Je l'ai pas vu. Je vais dire moins. Eh bien non, c'était plus. C'était 18 minutes et 13 secondes. Oh non. Et donc, ce qui te fait un 5 sur 10. Et donc, tu te places deuxième à la race, derrière notre ami Azad, qui pour l'instant est premier. Alors ça, c'est incroyable. Je reste à distance. Bon, t'es devant FD, mais ça, c'était pas très dur. Et puis dernier quiz, deuxième partie du quiz, juste pour le fun. Un kick est sur le terrain. Est-ce que, par rapport aux actions marquantes de cette semaine, j'ai choisi le game winner de Dejounte Murray contre Orlando. Es-tu capable de me citer les joueurs sur le terrain au moment de ce game winner de Dejounte Murray contre le Magic? Alors là, c'est dingue parce que je l'ai vu juste avant. Donc il y a Trae Young qui fait la passe. Et oui, je sais, tu me l'as dit. Ouais. Il y a Trae Young qui fait la passe. Tout à fait. Il y a Dejounte Murray. Oui. Il y a Jalen Johnson qui pose l'écran au début. Tout à fait. Et il y a DeAndre Hunter. Alors le 5, je sais plus qui c'est. Je vais dire Capella parce que je sais que Quinn Snyder le préfère quand même. Ok. Donc là, j'ai tout Atlanta. Tu as tout Atlanta. Je sais qu'il y a Banchero. Il y a Banchero et Suggs parce que Suggs, c'est celui qui fait l'aide sur le tir. Ouais. D'ailleurs, très bon match de Jalen Suggs. Mais voilà. Et après, je sais pas, je vais aller sur des classiques. Je vais aller sur Franz Wagner, quand même. Ouais. Markel Fultz. Tout à fait. C'est Markel Fultz qui est sur le terrain, oui. C'est vrai? Oui, j'étais en train de me dire, il va pas y être avec Suggs. Et Mo Wagner. Et non, ce n'est pas Mo Wagner. Qui est le 5e et dernier? C'est un revenant. Jonathan Isaac? Exactement, c'est Jonathan Isaac qui est sur le terrain au moment de ce game winner. C'est lui qui vient au panier d'ailleurs, je crois. Ouais. Et donc voilà pour ce quiz, deuxième partie du quiz, juste pour le fun, hein, il n'y avait pas de points cette fois. Mais tu te classes deuxième de la race pour l'instant, après ce premier cycle, cette première fournée. C'est pas mal, Baptiste. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur l'hebdo et sur le Basket Lab. Toujours un plaisir. Merci de l'invitation, Guillaume, et hâte de revenir pour détrôner Azad. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère qu'on aura d'ailleurs réussi à répondre à toutes vos questions. Normalement, j'en ai oublié aucune pour cette semaine, alors qu'on en avait pas mal, mais n'hésitez pas, vraiment, le format est aussi fait pour ça, pour qu'il y ait un peu plus un échange, plutôt que moi de mon côté qui fasse ma ligne éditoriale, et puis de là de vous qui écoutez. C'est aussi l'occasion de vous donner en fait un espace où vous pouvez faire des suggestions de sujets, notamment, de qu'est-ce qui se passe avec telle équipe, est-ce qu'on peut faire un bilan un peu plus, pour l'instant on l'a pas fait parce que c'est le début de saison, mais est-ce que vous pourriez prendre 10-15 minutes et faire un focus sur les Dallas Mavericks, par exemple, ou sur les Los Angeles Lakers, peut-être, ou d'autres, n'importe. On est ouvert à toute proposition de rubrique, on est ouvert à toute proposition de sujet aussi. On est ouvert aussi à toute question troll, c'est toujours un peu amusant. Mais voilà, pour l'hebdo de la semaine numéro 3, et donc pour la prochaine fois, ça y est, la syllabe c'est derrière nous. Il doit nous rester encore un ou deux épisodes précisément du crossover, mais bon, on laisse ça de côté pour l'instant. La prochaine fois, nous allons nous retrouver pour un épisode spécial sur les audiences en NBA et surtout sur la question des droits télé. Donc, une émission qui ne sera pas sur le jeu ou sur l'actu de NBA, comme on peut faire d'ailleurs avec l'hebdo tous les lundis, mais donc la prochaine fois, on va se pencher sur le cas des audiences et du contrat TV de la NBA, puisque vous allez voir que ça peut avoir des conséquences assez énormes sur l'aspect sportif de la construction d'équipe et de la manière de fonctionner de la NBA. Donc la prochaine fois, les audiences, le podcast tant attendu et teasé depuis pas mal de temps par Antoine lui-même.
Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Baptiste d'être passé sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.